10-0, j'espère que vous m'entendez. Tous, on va commencer ce meet-up de l'innovation, le numéro 11, meet-up de l'innovation de Nice Forcité, qui est consacré cette fois-ci à l'agilité et aux méthodes agiles. Alors, la question qu'on se posera aujourd'hui, c'est méthode ou état d'esprit, et pour ça, on a fait appel à un coach qui s'occupe d'agilité. Et on va lui laisser la parole dans un instant. Je voulais juste vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Donc, je suis Rodolphe Ullmann, je suis le chef de projet au Grand Chalon de l'usinerie et je suis en relation très étroite au quotidien avec toute l'équipe de Nice Forcité avec laquelle je travaille depuis 3 ans maintenant. Et donc, bienvenue dans ce meet-up de l'innovation, dont l'objet dont l'objet est de diffuser en fait auprès des entreprises, mais aussi de toute personne qui s'y intéresse, la culture de l'innovation, la culture du numérique. Donc, dans les meet-up, on y fait des choses qui sont à la fois très techniques, mais aussi parfois un peu plus décalées. On y parle aussi bien de blockchain que d'innovation sociale. Voilà, et tout ça, ça rentre dans le cadre de tous les événements, et c'est une des séries d'événements que l'on organise à Nice Forcité. Alors, comme vous, ça n'a échappé à personne, bien entendu, que depuis que la crise du Covid-19 est là, on a dû changer un peu notre fusil d'épaule, et puis on a dû changer aussi surtout la manière dont on s'y prenait pour organiser des meet-ups de l'innovation et les autres conférences d'ailleurs. C'est un peu une première pour ce meet-up de l'innovation, et en plus c'est une première parce que notre coach là aujourd'hui va nous faire travailler par groupe. Donc voilà, attendez-vous à être mis à contribution et pas juste à écouter. Voilà, je voudrais juste vous dire un mot aussi que ce meet-up de l'innovation est organisé par Nice Forcité qui est le pôle ingénierie numérique, donc d'accompagnement des entreprises à la transformation digitale sur le Grand Chalon. Et le Nice Forcité est partenaire de ce grand projet qui est l'usinerie qui verra le jour en 2021 sur le site de la sucrerie, juste à côté des bâtiments de Nice Forcité pour ceux qui nous connaissent. Quant à ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, écoutez, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil en fait à nos sites web, que ce soit celui de Nice Forcité ou celui de l'usinerie, pour comprendre un peu mieux où se positionne en fait Nice Forcité dans l'écosystème de l'accompagnement et à quoi va servir l'usinerie dans les mois et dans les années qui viennent. Alors, je voudrais en profiter pour remercier, tant que j'ai la parole encore quelques secondes, pour remercier Vanessa et Coralie qui ont préparé ce webinaire, et puis remercier Delphine, pour ceux qui connaissent Delphine Vanout, qui était avant avec BFC Numérique. Delphine a rejoint l'équipe de Nice Forcité depuis le 1er juillet, où elle va s'occuper de développement, en fait de business développement, et puis elle a également des fonctions un peu plus administratives de secrétaire général, et donc c'est elle qui nous a mis en contact avec notre coach agile d'aujourd'hui. Je voudrais aussi vous rappeler, et on en parlera à la fin, très rapidement, en quelques mots à la fin, mais que nous allons lancer notre concours Open for Startup dans les semaines qui viennent, et plus particulièrement au mois de septembre. Donc, restez à l'écoute du site web de Nice Forcité. Il y a un concours d'entreprises innovantes qui se déroule à peu près au dernier trimestre, comme chaque année, qui va avoir lieu cette année encore. On n'a pas baissé les bras sur ce sujet, et donc il y aura un concours Open for Startup dans sa 4e édition qui sera organisée à partir du mois de septembre. Quelques bonnes pratiques
Et puis, je vais laisser la parole tout de suite à notre coach. Donc, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop d'interférences, voilà, merci de couper votre micro lorsque vous n'avez pas la parole. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser via un chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et puis, je vais laisser la parole tout de suite à notre coach agile qui travaille pour la Banque Populaire et plus particulièrement pour l'informatique de la Banque Populaire. Et donc, Jean-Baptiste Bernard, bienvenue à Jean-Baptiste qui va nous conduire dans toute cette matinée. Et je vais lui laisser la main tout de suite. Je vais arrêter mon partage et je vais lui laisser prendre la main sur ce webinaire. Voilà, bonne matinée à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, je me présente, Jean-Baptiste Bernard. Je suis coach agile informatique Banque Populaire. Très rapidement, informatique Banque Populaire, c'est quoi? C'est l'organisation du groupe qui s'occupe de l'informatique pour les banques populaires, sachant que c'est des banques régionales. Donc on s'occupe de communaliser des développements pour les banques populaires. Mon rôle en tant que coach agile dans l'entreprise, c'est de pousser l'agilité. Pour faire simple, dans l'entreprise, il y a plein de manières de le faire. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir avec vous, c'est un petit peu, c'est quoi l'agilité? Ça veut dire quoi en fait? Parce qu'on entend beaucoup parler. Il y a eu des effets de mode, il y a des choses qui sont arrivées avant, il y a des choses qui arrivent après. Donc, à un moment, ça ne m'étonnerait pas que vous rencontriez le terme d'agilité et on va voir ça ensemble. Juste un petit mot avant de commencer. Effectivement, c'est un format assez particulier pour moi puisque c'est la deuxième fois que je joue à un atelier comme ça à distance. Avec des choses qu'on expérimente là aujourd'hui avec vous et des personnes, là pour le coup c'est la première fois pour moi, qui ne se connaissent pas. Donc, n'hésitez pas à vous manifester quand vous avez des questions, quand vous avez des problèmes sur les ateliers qu'on va faire. On va en faire un petit peu et on verra comment ça se passe. Il n'y a pas de souci. Ah, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Oui, c'est bon. Super. Alors, on va commencer très rapidement dans le vif du sujet. C'est ce qu'on aime bien faire quand on parle d'agilité, c'est un petit jeu, un petit atelier. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà joué. C'est un jeu qui s'appelle Artiste et Spécifieur. Le but du jeu, c'est que vous allez être en binôme. Alors, je vois que tout le monde, tous ceux qui étaient inscrits ne sont pas encore arrivés, mais on va adapter, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir un binôme d'artistes, un artiste et un spécifieur. En fait, je vais envoyer au spécifieur un dessin qui est assez simple à faire, un dessin qui est des symboles, des formes géométriques très simples. Et le but du jeu, c'est de reproduire ce dessin par l'artiste. Sachant que la complexité de la chose, c'est que l'artiste et le spécifieur ne peuvent parler que par texte. On ne peut pas parler à l'oral et l'artiste, évidemment, ne voit pas le dessin original. Donc, vous voyez la situation. Je montre le dessin au spécifieur. Le spécifieur reproduit le dessin par texte, le retranscrit par texte, passe les textes à l'artiste et l'artiste reproduit le dessin. Vous aurez 5 minutes par dessin. Le but, c'est de faire un petit truc assez rapide au début. Et le dessin sera reproduit dans une salle virtuelle sur navigateur Internet. Donc, ce que je vais faire dès maintenant, je vais vous envoyer par mail. Vous allez recevoir sur les mails que vous avez utilisés pour vos inscriptions la liste des salles virtuelles. Et je vais vous montrer ces salles. Hop. Ces salles, ça ressemble à ça. En fait, c'est un site en ligne où on peut faire de l'écriture en ligne. Vous commencez avec un crayon. Vous avez juste à cliquer et à dessiner. Vous pouvez annuler ce que vous faites. Ce que je vous conseille de faire, vu que ça va être des formes géométriques simples, c'est de commencer par l'outil ligne. Vous ne préoccupez pas du reste et vous allez dessiner des choses assez simples. Ça va pour tout le monde? Alors, normalement, les spécifieurs, les artistes, pardon, ont reçu le lien vers l'outil. Donc, je vous laisse vous connecter. Je vois qu'il y a une personne qui s'est... Ah non, c'est pas ça. Personne qui s'est connectée, non. Et je vais vous envoyer dans votre chat, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de Zoom, la liste des groupes que j'avais identifiés. Et il ne me le met pas en forme. Ah.
Désolé pour ce contretemps. Déjà, est-ce que les spécifieurs, vous avez reçu un mail? Vraiment, sur ce mail, vous avez des adresses de connexion qui vont vous permettre d'accéder à ces salles. Je devrais commencer à vous voir ici. Je n'ai pas fait l'appel par rapport à tout à l'heure. À gauche, ce sont les artistes, pardon. Je vais vous demander d'ouvrir vos micros. Alors, on va faire un petit peu un appel. Manon. Non. Pas de Manon. Marion Petit. Pas de Marion Petit. Blaise Meunier. Oui, je suis là. Ok. Éléonore, pardon. Je vois Elle n'a Éléonore, pas mis son micro. mais le micro est coupé. Donc, je vois par contre, vous avez bien le binôme. Normalement, Éléonore. Non, pardon, c'est toi, Blaise, qui doit dû recevoir un mail de connexion. Ensuite, oui, je suis dessus là. David Petit. David Petit. Christian François. Oui, bonjour. Bonjour. Elisabeth Dounon. Oui. Donc, Christian, Elisabeth, vous êtes ensemble pour l'atelier. Ah non, pardon, je confonds avec David Petit. Mais c'est pas grave, vous allez être ensemble quand même. Julie Maldan. Oui, bonjour. Afida Benyaya. Non. Ludovic Labour. Oui, j'essaye d'être là. D'accord. Donc, Julie, Ludovic, vous serez ensemble. Frédéric Massard. Ok. Virginie Durand. Pas mal de monde en moins. Lise Laure. Martin. Je vois, mais le micro est coupé. Oui, je suis là. Delphine Vanout. Oui, je suis là. Vous serez toutes les deux ensemble. Thomas Jacquier. Oui, je suis là. Bonjour. Sophie Kovac. Son micro est coupé. Ouais, mais vous serez tous les deux ensemble, Thomas, Sophie. Claire Vimin. Non. Je vois quelqu'un qui s'est rajouté là. Qui est-ce que je n'ai pas appelé? Qui est-ce qui n'a pas de groupe? Il faut que je change. Vous m'entendez? Oui, Christophe. Allô, oui, Christophe Rosenthal. En revanche, je suis sur un téléphone et donc ça me semble difficile d'avoir accès aux outils dessin et autres. Ah oui, effectivement. Donc je vais suivre, je pense, en spectateur du coup, si ça vous convient. Est-ce que est-ce que vous avez reçu un mail? Parce que je vois personne dans les salles là pour l'instant. Oui. Vous êtes connecté? Connectez-vous à l'adresse. J'ai reçu, pour l'instant, il me demande toujours d'attendre. J'ai cliqué, mais il y a toujours le message please wait sur la salle. D'accord. Non, c'est pas très normal. Ben, je vais déconnecter, reconnecter dans ce cas. Bon, je crois que ça va être compliqué cet atelier. Non, si on ne va pas passer tout de suite à la suite. Rien reçu pour ma part pour travailler avec Christian François. Alors, Elisabeth. Moi, par contre, Christian, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu un mail. Et donc, j'ai pu cliquer dessus. Hein. OK. Ouais. Recliquer aussi est toujours en attente. Ouais. Bon, ce qu'on va faire, on va passer à la suite. Parce que là, je vois que ça va être compliqué de tout changer au dernier moment. Il y a pas mal de monde qui ne s'est pas connecté. Je vais vous expliquer ce qu'on aurait dû faire à l'atelier, puis on en fera un autre quand même tout à l'heure. C'est pas grave. Ça vous va? OK. Si on prend un petit peu plus de temps de présentation? OK. Tant pis. Donc, le but du jeu, normalement, c'était de reproduire un dessin. Quand on joue ce jeu, on le fait plutôt en physique. Déjà, c'est plus simple pour nous. Et le mieux, c'est de mettre les spécifieurs dans une salle à côté. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on donne 5 minutes au spécifieur pour faire le dessin? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce qu'il aurait réagi? Je vais vous montrer un dessin. Le premier dessin qu'on aurait dû faire. Est-ce que quelqu'un qui joue le rôle de spécifieur peut m'expliquer comment il aurait fait?
Intuitivement, non, personne? Ouais, Elisabeth? Ouais. je me lance, allez. Du coup, moi, j'aurais décrit ce dessin avec une feuille blanche format paysage, au centre un rond de taille moyenne avec un carré autour, et sur la droite un trait de 4 cm horizontal et un petit trait de 1 cm à son bout à la verticale. D'accord. Une petite croix dans le coin en haut à droite, un triangle isocèle dans le coin en bas à droite, un carré sur pointe dans le coin en bas à gauche, et en haut à gauche, une Plus là, difficile. ouais. Ligne horizontale. Moi, pour venir en soutien, Lise-Laure, une ligne horizontale d'environ 5-6 cm. Au milieu, une verticale. Et dans la verticale, à nouveau, une petite ligne horizontale, cette fois-ci sur 1 cm. Voilà, grosso modo. Ok, donc vous avez votre spec, vous avez fait une belle page de spécification. C'est ça, hein, vous avez tout écrit. Qu'est-ce que fait l'artiste pendant ce temps-là? Ben, il va essayer de comprendre ce qui lui est envoyé. Pour l'instant, il n'a rien reçu. En fait, ce qu'on voit souvent au début, c'est pour ceux qui sont plutôt en entreprise depuis pas mal de temps, c'est le premier réflexe, c'est d'essayer de faire toute la spécification d'un coup et très proprement. C'est très bien. C'est ce qu'on nous a appris à faire. Pendant ce temps-là, l'artiste ne fait rien. L'artiste, il est dans la salle d'à côté, en général, et puis il va attendre 5 minutes, 6, 7, 8. J'ai déjà vu des artistes qui avaient la première ligne de spec au bout de, on fait sur des sessions de 10 minutes, au bout de 9 minutes, ils ont la feuille de spec. Et donc là, c'est bon, ils peuvent faire le dessin proprement. Et là, vous pensez que avec la spec que vous m'avez décrite, le dessin, il est bien reproduit? Non, il sera reproduit en fonction des références de la personne et de ce qu'elle va comprendre. Exactement. Donc, vous avez pris plein de temps pour faire une belle spécification qui soit autoporteuse, je comprends bien. Vous l'amenez à l'artiste et là, bah, il dessine, oui, il respecte la spec, mais en fait, c'est pas ce que vous vouliez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un aller-retour qui se fait, il y a un jeu de ah ben c'est la faute de l'artiste, c'est la faute du spécifieur qui a pas bien déclaré, etc. Donc déjà, première chose à faire, qu'est-ce que vous faites? Si vous recommencez, qu'est-ce que vous faites là par rapport à ce que je vous ai dit? Avancer pas à pas. Avancez pas à pas. Ce qu'on fait en général, hop, on déchire la feuille pour écrire et puis on va emmener des petits bouts régulièrement à l'artiste. Deuxième chose qu'on fait par rapport à ce que je vous ai dit. Peut-être lui faire reformuler ce qu'il a dessiné pour vérifier que c'est en phase. Reformuler ce qu'il a dessiné, donc on va regarder ce qu'il a dessiné. Oui. Le spécifieur va regarder parce que lui, il a vision et l'artiste ne l'a pas. Ensuite, normalement, quand les gens ont compris ça, on leur fait faire un deuxième round et on leur fait un dessin déjà un petit peu plus compliqué. Je vous ai donné des formes géométriques simples au tout début parce qu'on s'y réfère facilement. Là, on a encore un fossé de communication plus important. La flèche, pour décrire une petite flèche comme ça, perpendiculaire à la ligne qui n'est pas tout à fait dans le coin, les petits bonhommes avec une bulle, les cercles dont au croisement des cercles, on a un remplissage plein. Là, c'est déjà beaucoup plus compliqué à décrire. Il y a plus de remplissage. Et là, on commence déjà à devoir faire des choix. En général, sur le temps de spécification, on commence déjà à faire des choix. Et enfin, je vais vous montrer le troisième dessin que je vous aurais fait faire. Mais là, ça aurait été dans tous les cas très très court. Là, en 5 minutes ou en 10 minutes, dans tous les cas, c'est impossible. Et là, vous avez deux écoles. Vous avez l'école, je fais une spec. Qui peut me décrire ce dessin? La spec qu'il aurait fait? Très rapidement. Moi, j'aurais parlé des gorges de l'Ardèche, par exemple, pour déjà que la personne ait une image de ce que ça peut être. Oui, quelqu'un d'autre? Ouais, moi, j'y serais allé un peu à la serpe, je pense. J'aurais parlé
d'un grand canyon, voilà, avec une sorte de rocher au milieu, de gros rochers au milieu et une rivière qui passe des deux côtés du rocher. Et puis une personne devant sur un piton, quoi. D'accord. Quelqu'un d'autre, un petit peu plus technique, on va dire? Parce que ça, c'est la première école. La deuxième, ce que j'ai vu aussi, c'est on va avoir l'horizon qui se place à 2 centimètres du haut de la photo. On va avoir un rocher qui déborde ici. On va avoir une falaise ici. En fait, ce que vous m'avez décrit, c'est plutôt du sens de la photo. C'est plutôt la vision de la photo, ce que porte la photo. J'ai envie de dire, le ressenti qu'on devrait avoir quand on regarde cette photo. La deuxième école, c'est de faire une spécification technique qui est comment est-ce que je reproduis la photo, mais je n'aurai pas le temps de la reproduire, je ne pourrai pas. Et pour vous spoiler un petit peu, les dessins les plus beaux quand on donne ça, c'est avec des spécifications qui parlent de vision, qui ne parlent pas de essayer de reproduire finalement le dessin. Parce que aussi, une question qui se pose, c'est est-ce que ce dessin, qui est en fait la représentation de ce que le client a exprimé comme besoin, c'est vraiment ce dont le client a besoin? Est-ce que le client, il a clairement exprimé ce dont il avait besoin? Il a exprimé sa vision d'une solution en général, une manière d'avoir ce qu'il voulait. Mais ça ne correspond pas forcément quand il va se retrouver devant la solution qu'on a faite pour lui. Il ne va pas forcément être en phase avec ce qu'il avait dit. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher à attacher de l'importance à la vision, à construire, à fabriquer ce dessin petit à petit, par petits bouts, pour pouvoir donner du feedback, regarder le dessin avec le spécifieur, idéalement avec celui qui a demandé le dessin, pour dire est-ce que c'est bien ce que vous aviez demandé? Est-ce que c'est bien ça qu'il nous fallait? Parce que si je me retrouve avec un dessin, une reproduction complète qui m'a coûté des jours et des jours, et en fait, c'est pas ça qu'il fallait, ça va me coûter très très cher au final. Et mon client, il va pas être content. Si je parle un petit peu de pourquoi l'agilité, et c'est quoi l'agilité? En fait, l'agilité, vous en avez peut-être déjà entendu parler avec le manifeste agile. Globalement, c'est quoi? Le manifeste, en fait, c'est l'aboutissement d'un mouvement qui a lieu depuis les années 80. Dans les années 80, on commence à voir des nouvelles méthodes de développement qui apparaissent, qu'on appelle évolutives à l'époque. Les appels évolutives, ils ne savent pas trop comment les nommer. Et elles ont l'ambition d'être plus efficaces que les méthodes traditionnelles en cascade, ou cycle en V. Je ne sais pas si vous voyez le cycle en V, hein, c'est un petit peu ce que je vous ai fait avant, c'est j'ai le client qui émet complètement son besoin, j'ai des gens qui vont faire la spécification fonctionnelle à partir de là, qui vont prendre tout le paquet, il y en a d'autres qui vont faire la spécification technique, les développeurs à partir de la spécification technique, qui font tout le code, etc., etc. Et à la fin, on se rend compte que ça ne correspondait pas aux besoins. Ça allait avec l'état technologique et l'état des clients, l'état d'esprit des clients qu'on avait à l'époque. Mais la technologie a évolué, les relations avec les clients ont évolué, donc on a des gens dans les années 80 qui se sont dit il y a une autre manière de travailler. Et en fait, en 2001, donc ça a mis 15 ans à partir de l'apparition de la première méthode agile, entre guillemets, des gens qui communiquaient, qui travaillaient ensemble sur le sujet sur Internet, sur les prémices d'Internet, 17 personnes elles se sont rencontrées pour 3 jours de travail au ski. Elles ont fait un petit truc au ski. Ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont fait des ateliers. Et il y a un atelier qui n'a pas duré très longtemps, hein. Ça a duré 2 heures maximum. Et ils se sont posé la question, OK, vous faites telle méthode, vous faites telle méthode, vous faites cette approche, vous avez tous inventé les choses. Maintenant, qu'est-ce qui est en commun par rapport à ce qu'on fait? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on est tous ensemble et que nos méthodes, en fait, elles sont très différentes, mais on sent qu'il y a quelque chose qui bouge? C'est quoi le commun? Et ils ont sorti une liste de 4 valeurs qui va être l'agilité et 12 principes sous-jacents. On va parcourir un petit peu. Et ils ont mis ça sur Internet. Bon, ils s'attendaient pas à grand-chose. Ils se sont dit, bon, on a fait le truc, on va le mettre sur Internet et puis voilà, ce sera pas perdu. Ils ont appelé ça le manifeste. C'est pas le manifeste agile, mais c'est le manifeste pour du développement logiciel agile. Et au final, ça a cartonné parce que il y a beaucoup de monde qui ne savait pas, qui n'avait pas de point de repère, qui n'avait pas de boussole, qui se sont dit ah oui, c'est mon guide par rapport à là où on sent qu'on doit évoluer, c'est ça qui va être ma référence. Et ce manifeste essaie de capturer l'essence de l'état d'esprit de l'agilité.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce manifeste, mais c'est sous cette forme-là. Ça commence par « Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire ». Donc déjà, il y a une notion d'expérimentation et d'entraide, d'amélioration. Ces expériences nous ont amenés à valoriser les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. Sachant que le plus que, ici, ça ne signifie pas que la partie de droite est inutile ou qu'il faut s'en débarrasser, elle est importante, mais elle est moins importante que la partie de gauche. Donc, les individus et leurs interactions, ma manière de communiquer et d'interagir avec les autres, que ce soit au sein de l'équipe, avec les parties prenantes, avec les clients, est plus importante que les processus et les outils qui vont me servir à appuyer ces individus et ces interactions. Du logiciel qui fonctionne a plus de valeur, est plus important qu'une documentation exhaustive. Est-ce que la spec des dessins qu'on a vus avant est plus importante qu'avoir un dessin, même croquis, qui est montrable, qui représente déjà des bouts du dessin? Non. Le logiciel qui fonctionne est plus important qu'une documentation exhaustive parce que le logiciel qui fonctionne, je sais qu'il tourne, je peux le montrer, je peux avoir un retour sur ce que j'ai fait. La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. La négociation contractuelle, on ne va pas s'en débarrasser. Il y a de très fortes chances qu'on ait un contrat, hein, c'est normal. Par contre, on ne veut pas qu'on rencontre le client, on signe le contrat et on se revoit un an après. On cherche à collaborer avec lui, à voir avec le client à quelle fréquence, comment est-ce qu'on se rencontre, etc. Et enfin, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. C'est important d'avoir un plan, c'est important de planifier comment vont se passer les choses. Par contre, si on est dans un état d'esprit agile, on sait que vu qu'on communique beaucoup, on a du logiciel qui tourne et on collabore avec le client, on aura des changements. On aura des changements dans les spécifications, on aura des changements dans le besoin, et c'est une bonne chose. Donc, on cherche à s'adapter. Ça va pour tout le monde? Oui. N'hésitez pas à m'interrompre à la fin des slides ou à me poser des questions au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Si on parle rapidement des 12 principes, si on a une représentation là un petit peu graphique de un projet classique avec un état d'esprit agile, c'est-à-dire avec des phases itératives, on va retrouver les principes suivants. Avoir du logiciel qui fonctionne, enrichi sur des cycles de l'ordre de quelques semaines à quelques mois. On a enlevé le quelques mois puisque le manifeste a été écrit en 2001. Aujourd'hui, le quelques mois, j'ai presque envie de dire, ne serait plus acceptable. Aujourd'hui, 2020, on est plutôt sur des cycles de l'ordre de quelques semaines dans le développement logiciel, voire même de quelques jours pour tout ce qui est développement pour, on ne le voit pas là, mais les téléphones. Donc globalement, je vais faire du logiciel qui tourne, que je vais pouvoir montrer sur quelques semaines. Je vais chercher à livrer tôt le logiciel utile. Je ne cherche pas à faire la crème chantilly sur le gâteau tout de suite, mais je cherche à faire ce qui est le plus important pour mon client, vérifier que ce que je vais faire, ça a bien de l'importance pour lui, et soit pour me rassurer, soit aussi pour sortir une version tôt de mon logiciel pour pouvoir gagner de l'argent. Si je parle d'entreprises qui cherchent à gagner de l'argent, il va y avoir aussi de l'agilité dans les entreprises non lucratives, pas de souci, mais majoritairement ça a été pensé avec, c'est américain. Un logiciel fonctionnel comme principale mesure de l'avancement. Vu qu'on a un logiciel qui tourne, je ne vais pas dire on ne va pas s'embêter à savoir où est-ce qu'on en est, nos phases de spécification, de conception, etc., de test. C'est important quand même, mais si j'ai un logiciel qui est montrable toutes les 2 semaines, eh bien, c'est ce logiciel qui tourne qui va me dire où est-ce que j'en suis par rapport à tout ce qui me reste à faire en termes de besoins, d'implémentation de besoins. La collaboration quotidienne entre le métier et les développeurs. Ça, c'est quelque chose d'important. On a eu une tendance historique à avoir d'un côté l'édition, les développeurs qui font le code, et d'un autre le métier qui émet le besoin. J'émets le besoin, je donne aux développeurs qui vont faire le boulot, puis après, ce que je vous ai dit, un artiste spécifieur, même principe. Là, non, on cherche vraiment à ce que ce soit une collaboration quotidienne. Le métier voit les développeurs, émet le besoin, regarde ce qui se passe. Les développeurs donnent du feedback au métier et demandent de l'information. On en reparlera un petit peu plus tard. Accueillir les adaptations même tard dans le projet. J'ai un logiciel qui tourne, et là, je vois que bon, il y a peut-être un besoin encore plus important, donc je peux pivoter. Je me suis mis, avec ces cycles itératifs, en possibilité de pivoter, de changer mon plan.
Et les autres principes, la meilleure communication est face à face. On a vu avec le Covid que ça, c'est pas toujours évident. Si on peut pas faire du face à face, on va privilégier dans tous les cas les canaux de communication directs, c'est-à-dire au mieux visio, après le téléphone, plutôt que les canaux indirects, le mail, le chat, etc. Chacun a son importance, mais de préférence, la meilleure communication, c'est le face à face. On cherche à avoir un rythme soutenable dans le temps. Ça, c'est très important. Théoriquement, mes équipes devraient être capables de tourner à vie, quelle que soit l'urgence du projet. Ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte parce que le rythme soutenable va influer sur la qualité logicielle. J'ai pas beaucoup appuyé là aujourd'hui là-dessus, mais on pourra, si vous avez des questions dessus, on pourra en parler. La confiance est donnée à des équipes construites autour de personnes motivées. Il y a un grand principe dans l'agilité, c'est les personnes à leur poste sont les mieux placées pour le faire. Un développeur est le mieux placé pour parler de développement, un acteur métier est le mieux placé pour parler de besoins. À part le client, évidemment. Donc, on veut des personnes qui réfléchissent. On veut des développeurs qui réfléchissent, qui impulsent. On ne veut pas des développeurs qui attendent une spec et qui implémentent la spec, qui font des pointillés. Donc, on cherche à avoir des personnes motivées qui vont pouvoir s'investir dans les équipes. Viser la simplicité en minimisant la quantité de travail inutile est essentiel. Ça, je pense que vous le savez, c'est facile de faire compliqué, c'est compliqué de faire simple. Et là, le but, c'est de sortir un logiciel qui tourne régulièrement. Donc, on va chercher à minimiser la quantité de travail inutile. Chercher à s'adapter régulièrement en réponse aux circonstances pour devenir plus efficace. On va en parler encore après, mais ce qu'on aurait fait avec le jeu, c'est un premier tour. On voit ce qui marche pas. On identifie les axes d'amélioration, on les fait tout de suite. On active tout de suite ces axes. On fait le deuxième tour, on regarde ce qui marche pas, on trouve d'autres axes d'amélioration, etc. Une équipe a jamais fini de s'améliorer. Même si elle est au top à un moment, les circonstances extérieures peuvent changer, le besoin peut changer et on a toujours des choses à améliorer dans les équipes. Donc, on va chercher à ce que ces équipes-là cherchent à s'améliorer. Et c'est elles-mêmes qui vont le chercher. C'est pas un manager, quelqu'un d'extérieur à eux, qui va chercher à ce qu'ils s'améliorent. Des équipes qui tendent vers l'auto-organisation, ça va avec la motivation et la confiance. Et enfin, l'efficacité technique dans la conception et la réalisation nécessite une attention continue. Il y a un gros pan sur l'agilité sur l'art du code, la qualité logicielle en général. Parce que si vous avez un logiciel que vous voulez incrémenter, que vous voulez faire grandir régulièrement et que vous n'avez pas une bonne qualité logicielle, au bout d'un moment, vous n'arriverez plus à le faire grandir. Vous serez trop dans la dette technique, trop dans la dette de code, trop, voilà ce qu'on appelle la dette technique, pour pouvoir continuer à livrer de la valeur. Donc, c'est quelque chose qu'on va gérer. Je dis pas qu'il faut une qualité au top du top, mais la qualité logicielle doit être gérée. Donc, en fait, l'agilité, au sens dictionnaire, c'est ce manifeste. C'est tout. Ça tient sur une feuille A4. 4 valeurs, 12 principes. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, c'est parfait. Très bien. Donc, ah oui. Quels sont les freins des approches traditionnelles? Donc, très rapidement, parce que j'ai déjà pas mal parlé. Ce qu'on va voir dans les approches traditionnelles, et c'est pas un blâme par rapport à ces approches, c'est vraiment, ça correspondait à un écosystème, ça correspondait au contexte qu'on avait à ces moments-là. Ce qu'on va retrouver, c'est l'utopie des spécifications complètes et immuables. En moyenne, on a 30 à 40% de changements sur les spécifications sur un projet. C'est pas moi qui les sors, les stats, c'est des statistiques qui sont sorties sur les études au début des années 2010. Et on va avoir l'effet tunnel. Si on fait de la passation besoin, écriture du besoin, écriture des specs, code, test, etc. Et ben, le temps de voir quelque chose qui tourne, on va retrouver ce qu'on appelle l'effet tunnel. On sait pas du tout ce qu'il y a dans le tunnel, on sait pas du tout. Donc, on a des indicateurs, mais en face de quoi, on sait pas trop. Et tant qu'on n'est pas sorti du tunnel, ben, on sait pas dans quel état se trouve notre logiciel. Donc, on a un effet tunnel et en plus, on a du périmètre fonctionnel qui change. Donc là, on se prend plein de retard, on se prend beaucoup de rework et c'est très frustrant pour les équipes et on va blâmer les autres. On va retrouver des équipes compartimentées avec beaucoup d'intervenants, la communication qui est pas évidente, régentée par Word, le mail. Aujourd'hui, on a un peu plus d'outils de chat, donc ça va mieux. Et des objectifs qui sont souvent pas communs. Je crois que ça fait rire un petit peu. Une fois mon objectif atteint, je transfère au suivant, j'ai fini. Donc,
une fois que le testeur qui est en bout de chaîne, par exemple, ou l'intégrateur, il se rend compte que ça marche pas, ben, potentiellement, je dois revenir jusqu'au début et puis je vais blâmer la personne qui a fait ça, je vais chercher un coupable parce que je vais prendre un mois de projet, etc. La dictature par le processus lorsqu'il fait obstacle au bon sens. C'est tellement compliqué, le processus avec autant de monde, c'est tellement compliqué que ben, je suis le processus, je ne cherche plus à l'améliorer parce que j'ai du mal à le comprendre. Donc, des fois, des choses évidentes, ben, je ne vais pas les mettre en place. Les planifications figées aussi. Une anticipation des développements rendant difficile, voire impossible de s'adapter pour prendre en compte les nouveaux besoins du client. Dès que j'ai un besoin et que je suis dans une phase un peu vers la fin, c'est très compliqué. Il faut que je fasse appel à tous les acteurs qui sont peut-être sur d'autres sujets, etc. Donc, c'est extrêmement difficile. Et enfin, des gaspillages. Je détaille en anticipation des besoins qui ne seront pas implémentés. Ou alors, j'implémente des besoins qui ne sont pas mûrs et je vais devoir les retirer après. Donc, en fait, l'agilité répond à un changement de contexte, tout simplement. C'est pas un truc révolutionnaire qu'on a inventé sur un coin de table pour dire ça va s'appeler l'agilité. C'est vraiment le manifeste représente juste un moment où on s'est posé la question où est-ce qu'il faut qu'on aille, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait. C'est juste, ça représente un petit drapeau. L'agilité, on pourrait penser que c'est pour délivrer plus vite et pour moins cher. Ça, c'est des choses que vous pourrez voir, mais en fait, c'est pas le cas. On ne cherche pas à délivrer plus vite pour moins cher avec l'agilité. Ce qu'on cherche, c'est à délivrer plus tôt. On cherche à délivrer tôt un logiciel opérationnel de qualité qui correspond aux attentes des utilisateurs. Et si on prend le prévisionnel d'un projet agile et d'un projet cycle en V, on aurait sûrement le cycle en V qui gagne en termes de prévisionnel. Sauf que ce qu'on ne voit pas, ce qui se passe, c'est qu'en vrai, à la fin du prévisionnel, il y a un avenant parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait par rapport aux besoins. On va avoir une phase de qualification, de correction, livraison, etc. En fait, on va avoir d'autres moments qui vont faire que on prend du retard et on va être dans la prise de retard. Alors que là, on va avoir un logiciel qui est incrémenté avec des phases de qualification, de livraison, etc. qui font que je peux m'arrêter quand je veux. Là, potentiellement, je peux dire « Ok, je m'arrête ». Donc, le fait que ça semble coûter moins cher et que ça semble aller plus vite, c'est une résultante possible, mais ce n'est pas le postulat de départ. Il faut faire attention à ça. Voilà un petit peu pour l'agilité vraiment en théorie comme c'était en 2001. Et après ça, on va retrouver ce qu'on appelle des frameworks agiles. Vous entendrez beaucoup parler de méthode agile. Pourquoi est-ce que je ne vais pas dire méthode agile aujourd'hui? C'est exprès. C'est que, on va le voir après, mais le framework, c'est une boîte à outils de lancement pour aller vers l'état d'esprit de l'agilité. Mais en général, ils ne prennent pas en compte le contexte d'ingénierie dans lequel on se place, le contexte d'entreprise et le contexte technique. C'est un point de départ. Donc, ce n'est pas une méthode complète, ce n'est pas un truc clé en main. C'est déjà une des raisons pour laquelle il n'y a pas vraiment, à mon sens, de méthode agile. À chaque fois qu'on implémente un framework agile, en fait, on crée sa propre méthode, puisqu'on va l'adapter à notre contexte. Il y a plein de frameworks agiles. Je pense à Scrum, je pense à Kanban, je pense à Extreme Programming, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui sont plus ou moins populaires, qui sont plus ou moins adaptés aux situations des équipes et qui ne sont pas forcément antinomiques. Donc ça, c'est ce que je disais, ce n'est pas vraiment des méthodes à proprement parler. On va commencer par Scrum. Scrum, c'est celui que vous avez le plus de chances de rencontrer aujourd'hui. Scrum, c'est le framework le plus populaire aujourd'hui pour ce qui est agilité d'une équipe. Avec les premières versions qu'il y a eu, c'était en 96 ou 95, donc c'est pas tout jeune Scrum en fait. Mais il est mis à jour de manière continue, il y a des mises à jour du guide Scrum encore il y a quelques années. Et pour info, le guide Scrum, c'est 17 pages A4 écrit gros. C'est pas des gros bouquins énormes de comment est-ce que je vais gérer les choses. Après, tous les bouquins qui expliquent comment appliquer Scrum, les contextes, etc., oui, il y en a qui font beaucoup de volume, mais les règles du jeu de Scrum, c'est 17 pages. C'est très léger. Dans Scrum, on va retrouver 3 rôles. Le Product Owner, le Scrum Master et l'équipe. Et c'est les 3 seuls rôles que va reconnaître Scrum. Je vais y venir après sur les. On trouve 4 artefacts. Le Product Backlog, Scrum Board, Abandon Chart et Produit. Je vais y venir après, encore une fois. Et 4 cérémonies.
4 rituels avec une planification d'itération. Itération, c'est ma petite séquence de temps qui va me durer 2, 3 ou 4 semaines, ou une semaine, hein, si je suis très bien. Un daily scrum, on va voir après ce que c'est, une revue d'itération et une rétrospective. Donc en fait, Scrum, c'est assez léger, ça décrit quelques rôles, quelques artefacts qu'on va suivre et quelques cérémonies, quelques rituels qu'on va mettre en place dans les équipes. Si je parle des rôles, en fait, les rôles vont travailler, ces 3 rôles-là vont travailler en synergie dans ce qu'on appelle une pizza team. Alors, pizza team, dans la littérature, en fait, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui est sorti, je me demande si c'est pas d'Amazon d'ailleurs, qui dit la taille d'une équipe idéale, c'est une équipe qui est capable d'être nourrie par 1 ou 2 pizzas en salle de réunion. C'est pour ça que les gens ont pris le terme de pizza team, parce qu'on sait que bon, c'est entre 6 et 10 personnes, pas plus, pas moins. 6 et 10 personnes, c'est la taille que définit Scrum. Ce que va chercher à faire cette équipe, c'est produire au plus tôt un maximum de valeur métier par incrément de grande qualité et industrialisée. Cette phrase, elle est assez courte, mais elle porte beaucoup de sens. Produire au plus tôt de la valeur métier, ce qui importe à mon client, des incréments, donc un logiciel qui grandit au fur et à mesure, de grande qualité que je n'oublie pas, industrialisé, je ne fais pas du one-shot, je ne fais pas un sprint de 2 semaines pour produire quelque chose que je ne pourrais pas faire après à nouveau. Je vais avoir, en fait, si je résume, le product owner qui est là pour la vision métier. Qu'est-ce que je fais? De faire la bonne solution. Les équipiers sont là pour bien faire la solution, c'est eux qui vont construire. Le Scrum Master, lui, c'est l'huile dans les rouages, et lui, c'est faire en sorte qu'on le construise de la manière la plus efficace possible. Et donc, on va avoir ces 3 rôles qui se recouvrent. Faire la bonne chose, faire les choses bien, les faire vite. Si je parle un peu plus du Product Owner. Le Product Owner, si je résume, c'est le garant du produit. C'est celui qui est là pour maximiser la valeur métier du produit. Il est propriétaire du Product Backlog. Ce qu'on va voir après, le Product Backlog, c'est pour faire simple la liste des besoins qui sont à implémenter. Il définit le plan d'itération. L'équipe a son mot à dire sur le plan d'itération, c'est-à-dire ce qu'on va faire sur les 2 prochaines semaines, ou 3 ou 4. Par contre, c'est lui qui a la vision, donc c'est lui qui doit définir qu'est-ce qu'il a envie de voir à la fin des 2, 3, 4 semaines. Quelque chose d'important, c'est quelqu'un qui doit être légitime. Il ne faut pas que sa vision, ses planifications puissent être remises en cause par quelqu'un d'autre. C'est lui qui porte et qui est responsable de la vision métier. Ce n'est pas un intermédiaire. Et il doit être disponible. Il doit être disponible pour l'équipe parce qu'il est là pour répondre à leurs besoins. Il doit être aussi disponible pour l'extérieur, pour les clients, pour aller rechercher la clarté sur le besoin métier. Au quotidien, il va prioriser les besoins fonctionnels et techniques, exprimés sous forme de user story. Je pense qu'on ne va pas beaucoup l'aborder aujourd'hui. Il va détailler le périmètre de la prochaine itération. Il aide l'équipe à atteindre ses objectifs sur l'itération en cours. Ça paraît rien, mais ça, c'est important. Ce n'est pas quelqu'un qui pose le besoin, qui part. Non, c'est quelqu'un qui va aider l'équipe. Le Scrum Master, c'est le garant des pratiques agiles. Ce que j'aime bien dire comme analogie sur le Scrum Master, c'est un petit peu la nounou de l'équipe. Dans le bon sens de nounou, c'est-à-dire celui qui donne l'environnement de travail qui va permettre à l'équipe de grandir, qui va permettre à l'équipe de s'épanouir, qui va aider l'équipe, les faire progresser, mais aussi, quand l'équipe ne respecte pas les règles, c'est lui qui va taper du poing sur la table. Donc, il va animer, il va faciliter le fonctionnement de l'équipe. Il doit être reconnu par l'équipe parce qu'il joue un rôle de liant. Il joue un rôle de… C'est l'huile, c'est le catalyseur de la solution chimique. Donc, il doit être reconnu par l'équipe et il va aider l'équipe à devenir autonome. Le but ultime du Scrum Master, ce serait de devenir inutile. Bon, il n'est jamais inutile. Hein. On trouve toujours d'autres choses à faire pour lui. Au quotidien, il va protéger l'équipe des perturbations extérieures. Il est au service de l'équipe. Il anime les cérémonies. En général, c'est lui qui communique l'avancement. Et enfin, on va avoir les équipiers agiles. Ce qui est important à noter, c'est que les équipiers n'ont que ce rôle-là. On ne va pas retrouver dans Scrum développeurs, testeurs, chargés de conception, etc. Même si dans l'entreprise, on peut les retrouver, ces rôles, Scrum ne reconnaît que le terme équipier agile.
c'est ceux qui implémentent les besoins priorisés par le product owner. Ils contribuent à l'amélioration de l'équipe. C'est les mieux placés pour faire leur boulot, mais ils jouent un rôle d'équipe. Donc, ils doivent contribuer à leur amélioration. Ils sont acteurs dans une équipe pluridisciplinaire. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de faire de tout, mais ça veut dire que l'équipe, en complet, est capable d'implémenter le besoin de A à Z, toutes les compétences dans l'équipe. Au quotidien, elle réalise des tâches techniques identifiées dans les user stories, elle apporte son expertise, ses idées, et elle sollicite le product owner. Voilà pour les 3 rôles de Scrum. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va pour tout le monde? Un petit peu le timing. Ça m'a l'air bien. Oui. Au niveau des rituels, si on représente sur cette vision, on va retrouver le product backlog ici, la liste des besoins. Je vais l'expliquer un petit peu après. Et les 4 rituels dont je vous parlais. Au début, une équipe qui se lance, je vais lancer une itération ou un sprint. Vous entendrez les 2 termes. Je fais une cérémonie qui s'appelle la planification d'itération. Je prends les besoins, je découpe un petit peu, je réfléchis dans l'équipe. Toute l'équipe les réfléchit à comment implémenter ces besoins, comment ça va se passer. Je commence à planifier un petit peu comment je vais faire les choses. Ce n'est pas un chef de projet qui va planifier pour l'équipe, c'est bien l'équipe qui va se positionner, qui va se dire comment est-ce qu'on devrait faire les choses. Et potentiellement, ces besoins, l'équipe n'en a pas connaissance avant. Donc, c'est une cérémonie qui peut durer pas mal de temps. Ce qu'on voit en général, c'est cette cérémonie est découpée parce que si je prends le guide Scrum, la théorie, cette cérémonie peut durer 8 heures. Donc, vous imaginez 8 heures pour une équipe à parler uniquement de besoins raffinés et puis planifiés, ça peut être très long. Donc, c'est possible qu'on fasse d'un côté la planification itération avec des besoins déjà mûrs et régulièrement, toutes les semaines, on va faire de l'affinage, qu'on appelle de l'affinage ou du grooming, qui va être une partie qu'on fait dans la planification. On va réfléchir à c'est quoi les prochains besoins, comment j'ai des coupes. On le fait en plusieurs parties. Je le dis si jamais vous le rencontrez dans les équipes. Donc, je planifie, j'identifie comment est-ce que va se passer mon sprint. Je lance mon sprint. Je vais faire ce qu'on appelle un daily scrum ou stand-up ou daily stand-up. Il y a plein de noms, des variantes sur le nom, il y en a plein. En fait, cette cérémonie, c'est un petit point tous les jours d'un quart d'heure. Idéalement, en début de matinée. Idéalement, c'est ce qui va lancer notre journée. Ce n'est pas un point de reporting, c'est un point pour l'équipe, par l'équipe, où on va retrouver les équipiers, idéalement le product owner, idéalement le PO, mais pas forcément présent, le Scrum Master qui va faciliter la réunion. Et le but, c'est que les équipiers se parlent. Et au début, pour les aider à avoir de la vision sur de quoi parler par rapport à l'avancement du sprint, on va leur demander de leur poser, de répondre à 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Est-ce que je suis bloqué? Qu'est-ce que j'ai fait hier pour que tout le monde soit au courant et que s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce que j'ai fait, bah, voilà, ils peuvent venir voir. Ce que je vais faire aujourd'hui pour prévenir les autres et puis comment est-ce qu'on va s'arranger dans la journée? Et est-ce que je suis bloqué parce que potentiellement, je vais avoir des gens dans les équipes qui n'osent pas s'exprimer par rapport à ça ou qui pensent qu'ils vont atteindre les résultats et qui, si on ne leur demande pas, on se rendrait compte au bout d'une semaine ou 2 qu'ils sont bloqués. Et après, le format peut changer. Une variante que j'aime bien, c'est qu'est-ce que j'ai atteint hier, qu'est-ce que je souhaite atteindre aujourd'hui qui a une autre signification. Donc, tous les jours, je fais un petit avancement, un petit point d'avancement d'équipe et l'équipe peut se réorganiser entre elles pour voir comment atteindre les objectifs du sprint. Et enfin, à la fin du sprint, je fais une revue d'itération. Vous pouvez entendre le terme démo aussi beaucoup, mais la revue d'itération est plus globale que ça. En revue d'itération, je vais regarder comment s'est passé mon sprint, qu'est-ce que j'ai fait, les indicateurs, est-ce que j'ai bien atteint mes objectifs, etc. Avec toute l'équipe et potentiellement des parties prenantes, des représentants ou le client final aussi. Et la partie qui les intéresse, eux, c'est plutôt la partie de démo. Et ça, c'est très important. Je vais faire une démonstration de ce qui a été produit au cours de l'itération. Donc, je dois avoir du logiciel qui tourne. Si c'est nécessaire, si c'est rassurant, on peut aussi avoir des vidéos. Je vois des équipes qui font des vidéos d'avance pour faire leur démo. Mais vu que le logiciel qui tourne est la principale mesure d'avancement, je montre un logiciel qui tourne. Idéalement, c'est le moment où j'ai le client, il peut me donner un retour sur ce que j'ai fait. Donc, je fais cette démo toutes les 2 semaines à la fin du sprint.
Et ensuite, l'équipe s'isole et va faire ce qu'on appelle une rétrospective. Globalement, il y a plein de formats différents pour la rétrospective, mais l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a bien marché dans l'équipe sur l'itération, qu'est-ce qui a moins bien marché, qu'est-ce que je mets en place tout de suite pour améliorer les choses. Donc, en fait, j'implémente un cycle qui est assez vieux, hein, c'est ce qu'on appelle le cycle PDCA. Je planifie, je fais, je montre et je m'adapte. Et ensuite, j'ai un produit qui grossit, qui grossit. C'est les 4 seuls rituels. Après, c'est pour ça que dans les entreprises, on a sûrement plein d'autres réunions à côté, mais pour une équipe, c'est les 4 rituels qu'on doit avoir. Au niveau des artefacts, on va retrouver le product backlog. Alors là, il est représenté en forme de pyramide. C'est fait exprès. En fait, il est priorisé par la valeur métier, la complexité technique des éléments qui est prise en compte aussi. Pour que je n'ai pas en haut un élément qui est ultra vital pour mon client, mais qui me mettrait des semaines et des semaines à implémenter. Donc en fait, je vais chercher à découper les besoins qui me sont exprimés. Au début, j'ai sûrement des gros blocs, des gros besoins assez flous et assez gros. Et le but du jeu, c'est de les raffiner en blocs de plus en plus petits, de plus en plus digestes, pour pouvoir plus facilement les embarquer, les estimer et avoir du retour par rapport à eux. Donc, au-dessus, j'ai les petits éléments prêts à être embarqués, tout petits trucs, et plus je descends, plus j'ai les éléments flous avec une réorientation possible. L'idée n'étant pas de tout raffiner d'un coup, parce que si je raffine tout d'un coup, au final, je fais un petit peu du cycle en V. Je me concentre sur les éléments les plus importants, je trouve au fur et à mesure et je fais quelque chose de continu, une notion de fluidité. Le Scrum Board, c'est le support de management visuel. Ça peut prendre plusieurs formes. Ce qu'on a vu beaucoup au début de l'agilité, c'était des tableaux physiques. Et ce qu'on voit beaucoup dans l'industrie en général, ça on l'a pris de l'industrie hors développement logiciel, mais on verra après les comment. Donc ça peut être support physique, ça peut être support virtuel. Aujourd'hui, on voit surtout les supports virtuels. Je vois, nous, on utilise un outil qui s'appelle Jira. En gros, on va identifier quels sont les sujets qui sont embarqués, les sujets qui sont en cours, ceux qui sont finis. On va mettre les informations qui intéressent l'équipe, les jalons importants, ce genre de choses. Toutes les informations qui sont vitales pour l'équipe, on cherche à les afficher en permanence. Si c'est en physique, c'est sur un mur, tout le monde peut le voir et le met à jour en continu. Si c'est en virtuel, on fait en sorte que ce soit le point d'entrée de l'équipe, que l'équipe le regarde très souvent. Le burn-down chart, je ne vais pas m'avancer dessus aujourd'hui, mais c'est ce qui va me permettre de voir l'avancement de l'itération. En fait, en vertical, je vais avoir les éléments ou l'estimation des éléments que j'ai embarqués dans le sprint, et à chaque fois que j'ai terminé, mais vraiment terminé, hein, pas avancer les specs ou avancer le développement, chaque fois que j'ai terminé un sujet, eh ben, je vais descendre mon graphique. Par exemple, là, c'est en heures. J'aime pas trop, mais c'est pas grave. Je commence à 50, j'ai terminé un sujet qui m'avait pris 20 heures, donc il me reste plus que 30 heures à faire. Et à partir de là, je peux tracer une courbe, je peux tracer une droite et voir à peu près si j'atterris bien. Ça peut être sur les sprints, sur l'itération, ça peut être plus longtemps. Et enfin, l'incrément de produit, c'est un artefact, c'est important. Je vais regarder le produit, ça apporte de la valeur au client. Et je crois que c'est tout pour Scrum. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Scrum? N'hésitez pas. Non, c'est très clair. Donc ça, c'est le truc le plus populaire. Il y a une raison à sa popularité sur Scrum, mis à part, bon, il y a toute une, je vais pas vous mentir, il y a toute une certification autour de Scrum qui a été mise en place. Hein, c'est 2 Américains qui ont mis ça. Mais c'est surtout que ça offre une réponse organisationnelle pour mettre en place de l'agilité. C'est un framework qui donne des pistes d'organisation, ce que donnent pas forcément les autres frameworks. Là, Scrum, vous avez vite compris, vous pouvez le mettre en place facilement dans une équipe. C'est pour ça que c'est facilement adapté. Il y a des éléments de langage aussi qu'on va retrouver, qui ont été distillés et qu'on va retrouver même pour des équipes qui font pas de Scrum, à partir de ce qu'ils ont inventé sur le Product Owner, sur le backlog, etc. Il y a des éléments de langage qu'on va retrouver maintenant partout. Mais c'est le framework le plus populaire. Et l'idée, quelque chose d'important. L'idée de ces frameworks, c'est d'aller au-delà de ces frameworks. C'est bien le premier pas. Le premier pas vers notre nouvelle manière de travailler. Parce que si je fais ça, j'applique
by the book, j'applique vraiment à la lettre ce que me dit Scrum, eh bien, au bout d'un moment, je vais avoir des rétrospectives qui vont me permettre de m'améliorer. Et au bout d'un moment, si ça se trouve, les règles initiales de Scrum ne me correspondent plus. Avec ce qu'on a mis en place par rapport à Scrum, on a dû identifier tout un tas de problèmes, tout un tas de problématiques pour avoir un incrément produit toutes les 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et au bout d'un moment, c'est plus les circonstances que j'avais avant qui m'embêtent, c'est le framework. Donc, au bout d'un moment, je vais pouvoir, mais ça va mettre 6 mois, 1 an, 2 ans. Hein. Au bout d'un moment, mes rétrospectives vont pouvoir me permettre de dire, ah ben, je vais peut-être faire un peu différemment, je vais plus faire du Scrum by the book, mais parce que je suis prêt à passer à la suite. Et attention à ne pas adapter Scrum trop tôt. Scrum, au début, je vous conseille de l'appliquer by the book pour identifier les problématiques et ensuite, on adapte au bout d'un certain temps. Un autre framework, c'est Extreme Programming. Alors, ça peut être considéré comme un framework agile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Extreme Programming. C'est davantage utilisé comme un ensemble de bonnes pratiques de développement. En fait, ce framework, qui n'est pas antinomique avec Scrum, c'est très axé sur le développement, la qualité du code. Il y a quelques éléments organisationnels, mais qui sont beaucoup plus légers que dans Scrum. Son objectif, c'est de produire rapidement un logiciel de grande qualité, très axé sur la qualité, en réduisant les coûts de modification fonctionnelle. Donc, pourquoi est-ce que ça s'appelle Extreme Programming? C'est que le principe, si une pratique est considérée comme bonne, on la pousse à l'extrême. On pousse les curseurs complètement à fond. Si on trouve que c'est bien, c'est intéressant de faire des fois une revue de code ensemble à deux développeurs, et ben on le fait tout le temps. On fait ça et on force le truc. Si on trouve que, tiens, on a défini des tests avant de rédiger, avant d'implémenter le besoin, mais pour aider à la compréhension, on le fait tout le temps. Et on va retrouver un ensemble de pratiques, je crois qu'il y en a 12, si je ne dis pas de bêtises, ou 13, qui sont représentées ici. Mais je vais les expliquer après. On va les regrouper par thème. On va avoir un thème sur le feedback fin. On va retrouver là le pair programming, parce que c'est un feedback à différents niveaux. Pair programming, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est on se met à 2 développeurs sur un ordinateur. On développe ensemble. C'est pas on est à 4 mains sur le clavier comme on a pu le voir dans NCIS, hein, mais c'est bien. On va plutôt avoir quelqu'un qui développe, l'autre qui va donner son feedback et on va tourner. On a plein de manières de faire du pair programming et ça peut paraître bizarre et une perte de temps, mais c'est finalement très efficace et ça vous en fait gagner. Planning game, c'est l'équivalent de la planification d'itération. Test-driven development, c'est je rédige mes tests avant d'implémenter le besoin. En fait, comment ça se passe, c'est, je dis une bêtise, je vais faire une calculatrice et je vais faire la fonction de somme. Ben, je me dis, quand je vais utiliser la fonction de somme, quand je vais faire 1 plus 1, je vais vérifier ça dans mes tests, si je fais 1 plus 1, ça va me donner 2. Ben, je vais écrire le test, 1 plus 1 est égal à 2, et à chaque fois, je vais exécuter les tests. Donc au début, mon test, il va passer rouge. Il n'est pas bon, mon test. Je vais implémenter, ensuite, je vais rédiger du code jusqu'à ce que mon test passe au vert. À partir de là, c'est bon, je sais que mon test est correct, enfin mon test est validé, je peux passer au besoin suivant, mais avant de passer au besoin suivant, je vais nettoyer mon code. Et je fais des cycles comme ça, je fais un test, j'implémente le code qui satisfait le test, je nettoie le code, etc. etc. All team, c'est pour dire on travaille tous ensemble, ce serait l'équivalent du stand-up. Et des tests clients, c'est avec le client, je vais rédiger comment est-ce que lui, il va tester que ça marche, pour faire ça. Donc, je vais avoir du feedback sur la qualité de mon code et sur l'implémentation de mon besoin et sur ma planification. Compréhension commune avec les standards de codage. Dans une équipe, vous avez sûrement des standards de codage. En tout cas, je l'espère. Si vous n'en avez pas, vous êtes pas bien. Ce qui va me permettre la suite, c'est d'avoir une propriété collective du code. C'est pas parce que j'ai fait un bug que c'est moi qui le corrige et ça me pose pas de problème. C'est pas parce que c'est machin dans l'équipe qui a fait une boulette que c'est pas moi qui vais la corriger. Non, tout le monde est responsable du code et ça va très bien. Donc tout le monde est censé l'améliorer, tout le monde est censé être capable de le gérer. Donc c'est pas chacun fait son truc dans son coin, c'est tout le monde est propriétaire du code. S'il y a un problème sur le code, c'est le problème de tout le monde. S'il y a quelque chose qui bloque une livraison, s'il y a un petit bug qui bloque une livraison, on bloque tout le monde et c'est la faute de tout le monde. Ça, responsabilité commune. On réussit ensemble, on a les problèmes ensemble.
Simple design, système métaphore, c'est pour dire on essaie de garder une architecture logicielle simple et on la fait évoluer de la manière la plus simple possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des usines à gaz en développement logiciel, c'est très compliqué à maintenir. Donc, on met à jour l'architecture. On cherche à avoir un processus continu. L'intégration continue, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est plutôt que de faire une grosse phase de développement de quelques semaines, puis j'intègre le travail de tout le monde ensemble, je teste que ça marche bien, puis je livre, eh ben, je vais faire en sorte que tous les jours, toutes les heures, voire même toutes les minutes, eh ben, je vais pousser mon code, je vais vérifier qu'il tourne. S'il tourne, je vais vérifier les tests. Si les tests passent, je vais intégrer le code dans des zones d'après, dans d'autres environnements pour tester d'autres choses, etc. Jusqu'à potentiellement la mise en production. Et je vais le faire de manière continue. Je ne cherche pas le dernier moment pour savoir si ça tourne ou pas dans les environnements qui vont bien. Si je suis sur des développements mobiles, par exemple, je vais chercher à avoir un mobile de test qui va recevoir le nouveau code à chaque fois qu'il y a une petite ligne qui est poussée. Et je vais faire en sorte que ce code s'exécute sur mon téléphone de test. Je vais vous montrer une photo de ma famille. Design improvement, bon ça je peux en parler. Small release, je fais en sorte d'avoir des livraisons petites. Je ne vais pas chercher le gros mammouth d'un coup pour sortir un client. Je vais faire en sorte de sortir des éléments petit à petit. Et un élément important, c'est le bien-être de l'équipe, d'avoir un rythme convenable pour l'équipe, parce que sans rythme convenable, ils n'ont pas le temps de s'attacher à la qualité logicielle. Ils n'ont pas de place pour innovation. Voilà pour Extreme Programming. Donc, on peut regrouper tout à fait les deux. Scrum et Extreme Programming, on peut les regrouper. C'est pas antinomique. On va prendre les bonnes pratiques de code d'Extreme Programming. Ça pour tout le monde sur Extreme Programming? Parfait. Un petit mot sur Safe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Safe, mais on en entend parler de plus en plus. Les frameworks que je vous ai montrés, ils ont plutôt été pensés pour des petites équipes. Pour des équipes de 6 à 10 personnes, assez restreintes, avec un PO qui est responsable de tout le besoin, etc. Mais dans les grandes entreprises ou dans les sujets très complexes, on va avoir beaucoup de monde autour de la table. Donc en fait, Safe, c'est un framework, il y en a plusieurs, des frameworks, qui est destiné à ce qu'on appelle l'agilité à l'échelle. L'agilité, on va plutôt, quand on parle d'agilité dans les frameworks, dire que c'est pour 6 à 10 personnes. L'agilité à l'échelle, c'est pour au-delà. C'est quand on a plusieurs équipes qui vont vouloir travailler ensemble. C'est un framework qui évolue chaque année et qui cherche à adresser toutes les couches de l'entreprise, s'il est complètement déployé. On n'est pas obligé de le déployer complètement. Donc, pour faire simple, Safe, ça correspond à l'adaptation de Scrum, d'Extreme Programming, d'autres frameworks, de plein de trucs. En fait, c'est une grosse bibliothèque de ce qu'ont apporté les autres, avec tout regroupé ensemble de manière cohérente pour lancer des programmes de 50 à 125 personnes, lancer des programmes en parallèle, ce qu'ils appellent des trains en parallèle, avec donc, potentiellement 250, etc., plein de personnes, et si je déploie complètement toute l'entreprise. Donc ça donne un truc, je vous ai montré des schémas simples. Si vous allez sur le site de Safe, parce que le framework est gratuit, vous pouvez tout voir, vous avez une image comme ça. Là, vous vous dites, ah oui, effectivement, ça devient déjà plus compliqué. Ce que je vais retrouver, c'est des rôles sur la gauche. Ici, c'est les thématiques, on ne va pas s'y attacher, c'est des rôles. Je vais retrouver comment va fonctionner mon programme, comment vont fonctionner mes équipes de 50 à 125 personnes, et puis un niveau qu'on appelle portfolio. Et en fait, on va retrouver une base, je ne sais pas si vous faites gaffe, mais une base qu'on va reconnaître, Product Owner, Scrum Master, équipier en fait, Backlog, qui n'est pas sous la même forme que ce que je vous ai montré, mais backlog d'équipe, Kanban, on va le voir après, Scrum, et là, on va avoir des itérations. En fait, ce que vous voyez ici, c'est pas facile à forcément avoir, mais c'est qu'on va retrouver là, ça correspond à des itérations de 2 semaines. Donc en fait, on va avoir des équipes, par exemple 5 équipes, qui travaillent en parallèle, avec chacune son itération, avec la même cadence, le même rythme, des itérations de 2 semaines. En fait, Safe va apporter une surcouche en disant, ok, ils sont dans leur coin, ils vont vivre leur agilité d'équipe, mais on va rajouter une couche avec des éléments de rencontre qui arrivent un peu moins fréquemment, où on va être tous ensemble, où ça devrait avoir du sens. Et après, ils amènent beaucoup d'éléments autres qui est sur l'intégration continue, l'exploration continue, c'est-à-dire aller chercher le besoin de manière continue, déployer en continu, je ne vais pas en parler,
pensée utilisateur, pensée DevOps, ça on va en parler après. Donc c'est quelque chose qui peut être bazooka, hein. Safe, c'est pas fait pour tout le monde. Et l'idée c'est qu'il vaut mieux, si vous devez mettre en place Safe, commencer avec quelques équipes, 2, 3, mettre en place, construire petit à petit les choses pour mettre en place agilité à l'échelle et prendre des petits bouts plutôt que de. Je ne connais personne, aucune entreprise aujourd'hui en France qui applique entièrement le framework Safe. Mais il y a des bonnes idées. En fait, faut le prendre, si vous attachez à ce framework, comme une bonne bibliothèque de bonnes pratiques. Et en fait, les rituels de Safe à l'échelle, c'est une mise à l'échelle des rituels Scrum. On va les retrouver à l'échelle du backlog programme avec une cadence plus faible. Alors, je peux parler du backlog programme, mais là, ce qu'ils appellent le double nut, c'est qu'on va avoir un cycle. Vous imaginez hein, la petite voiture qui tourne, un cycle rapide avec la planification d'itération, le stand-up, la revue d'itération, ce que je vous disais, là, le grooming, l'affinage, la rétrospective. Donc, à un rythme de 2 semaines. Et là, un peu plus lent, vous imaginez l'aiguille qui va un petit peu plus lentement, on va retrouver l'équivalent à l'échelle des 125 personnes, ce qu'ils appellent le PI planning, programme incrément planning, en fait. Un incrément, 5 sprints. Je vais planifier mes 5 itérations. Je vais faire une synchronisation à plus haut niveau toutes les semaines, une fois par semaine. Je vais faire les Scrum Masters se rencontrent, les Product Owners se rencontrent, ou tout le monde ensemble. Je fais des démos intégrées de tout le monde toutes les 2 semaines, par contre, mais j'en fais une très grosse à la toute fin. Je prépare le PI planning et je fais une rétrospective des 125 personnes. Voilà, je ne vais pas beaucoup parler plus de Safe parce que c'est un gros mastodonte, mais voilà, faut savoir qu'on a aussi des frameworks pour beaucoup plus de personnes qui arrivent et qui sont de plus en plus adoptés en France et dans le monde en général. Ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces frameworks? Parce que je parle beaucoup, mais bon, si ça va, je passe à la suite. Alors, on va parler maintenant de flux tiré et d'état d'esprit. Parce que, en fait, ces frameworks, là, je vous ai beaucoup parlé d'organisation, de pratique, mais en fait, elles ont un état d'esprit commun. Et on va faire un petit jeu. J'espère qu'on va pouvoir le faire suivre. Alors, j'ai pas regardé la liste des gens, mais c'est pas grave, on va adapter. Ouais, par contre, je vais changer ma manière de faire parce que comme vous aviez pas, enfin comme les personnes ne sont pas les mêmes, on va changer. Alors le but du jeu là, c'est de faire de l'écriture collaborative. En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez réécrire les fables de La Fontaine. Les fables sont sur le site, je vais vous l'envoyer dans le chat. On va diviser, on est combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va faire 2 groupes de 4 et un groupe de 3. Ça va. Le but du jeu, c'est de réécrire ces fables. Alors, dans un premier temps, en 3 minutes, on va le faire sous 3 formats différents. Le copier-coller est évidemment interdit. Alors, je vous fais confiance. L'idée, c'est pas de gagner, c'est de voir un petit peu comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut écrire ensemble. Donc, en fait, on va se baser sur un site d'écriture en ligne collaboratif. Et ce que vous allez voir, c'est que quand j'écris, je vais avoir une coloration sur mon texte et je peux avoir les autres personnes qui vont écrire en parallèle. Donc, chaque groupe va être sur la même page. Je vais juste récupérer les adresses puisque j'ai dû changer un petit peu de fusil d'épaule. Comme ça, si vous avez des questions, je vous laisse y réfléchir. On renvoie nos adresses dans la conversation. Comment on fait pour… Non, je vais vous envoyer dans le chat en fait les liens. Ça roule. Mais quand je recevrai le mail avec les adresses. Ah ben quoi que je suis bête, celui je l'ai là. Alors, ce qu'on va faire, je vais le dire à l'oral, donc notez bien. Elisabeth, Christian, Sophie et Thomas, vous êtes ensemble. Et dans cet ordre, je vais à la limite le noter. Ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Comment je fais pour retrouver le chat? Non, Il est en bas, converser.
Oui, mais en fait, comme j'ai le partage, j'ai pas la même chose. Donc, groupe 1, Elisabeth, Christian. L'ordre est important. Pour ça, je vous le donne. Thomas, vous allez aller sur le lien suivant. Et le lien vers les fables. Et vous allez prendre le livre 1 des fables. Chaque groupe a un livre. Comme ça, si vous avancez dans les fables, vous n'allez pas vous marcher dessus. Donc, les fables sont ici. Ensuite, groupe 2, Rodolphe, Delphine. Alors, je vais marquer Gimelde parce que je ne sais plus le prénom. Et Maude. Pour vous, ce sera cette page. Et le livre 2. Et Christophe. M. Châtel, c'est Maude? Je ne sais plus. Manon. Donc Manon, merci. Et Blaise, vous êtes ensemble et pour vous, ce sera la page ici. Et le livre 3. Dites-moi si vous avez un problème pour vous connecter. Pas de problème pour ma part. J'ai accès aussi bien au Framapad, au Framasoft, pardon, qu'au Fab du livre 1, du coup. Parfait. Alors, je vois sur le groupe 1, vous êtes tous prêts. Sur le groupe 2, j'ai 2 personnes. Et sur le groupe 3, vous êtes tous prêts. Donc, il manque 2 personnes sur le groupe 2. Bon, pendant le temps de connexion, je vous laisse vous connecter. Et je vais vous expliquer comment ça va se passer le premier round. Le premier essai, c'est chaque personne choisit une fable et la reproduit complètement. Donc, par exemple, je prends le premier groupe. Elisabeth, je prends la fable. Hop. Elisabeth, je prends la cigale et la fourmi. Si j'ai fini, vu que je suis dans un groupe de 4, je vais prendre le 5, le loup et le chien. Si j'ai fini, je vais prendre le rat des villes et le rat des champs, etc. OK. Si je suis Christian, numéro 2, je prends le corbeau et le renard, la génisse, la chèvre et la brebis, etc. Après, vous écrivez comme vous voulez dans le texte. Il n'y a pas de. Si vous voulez mettre une séparation, vous faites ce que vous voulez. Mais je veux voir chaque personne qui va rédiger sa fable à la suite. Alors, j'ai 2 personnes qui ne sont pas connectées sur le groupe 2. Qui est connecté sur le groupe 2? Moi, Maude. Delphine, Delphine. Rodolphe. c'est possible qu'il soit occupé. Il a dû avoir un appel. D'accord. Ginald, c'était Julie. Eh ben, peut-être pareil, je sais pas. Bon, tant pis, vous serez 2 pour le premier round, on va avancer. Ça va pour tout le monde? Vous êtes prêts? Plus d'autres questions? Je lance le chrono. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de réécrire la fable. Vous écrivez la fable à nouveau. Donc, si je repasse, vous l'écrivez, vous prenez le texte, la cigale et la fourmi. Oui. Il va falloir naviguer, c'est plus facile si vous avez 2 écrans, mais c'est pas grave. Vous la réécrivez telle quelle, la cigale. Et je vais vérifier par contre que ce soit bien ça, ayant chanté. Ah, on réécrit vraiment exactement le texte, on ne le retravaille pas. Vous ne le retravaillez pas, vous faites uniquement de l'écriture tout l'été. Bon. Vous reproduisez. C'est pour ça que le copier-coller est interdit. Ah d'accord, ok.
Et Parfait. Moi, j'arrive par pas à contre, parler. comment on communique avec l'autre personne de l'équipe? Bah, l'autre personne, elle aura sa fable. Ah, Donc, d'accord. vous placez. Ok. Elle va compléter au fur et à mesure par rapport à ce que moi. Vous placez à différents endroits, vous faites votre fable. Là. D'accord. Pour Voilà. l'instant, c'est chacun son truc. Voilà, on ne prend pas forcément la même. Donc, Allez, du je coup, lance le Delphine, chrono. c'est laquelle? Attends, moi, j'ai rien. Alors, c'est dans l'ordre. Du comme il en manque deux. Delphine, bah, c'est pas grave, vous prenez, si vous faites la numéro 2 du livre, Delphine, le numéro 2, et, Et moi, je fais la 4. par exemple. D'accord. Ok. Alors, ça marche. Ah oui, vraiment, on écrit juste à la suite de l'autre. On ne fait pas. Voilà. Après, voilà, s'il y a des petits soucis d'intégration, vous pouvez. Là, vous avez le droit de faire un petit ajustement. Il vous reste 30 secondes. C'est fini, on lève les. J'allais dire les stylos. On lève les mains. Alors, est-ce que j'ai une fable en entier? Non. 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 Hein. Donc là, ce que vous avez vu, c'est que c'était assez simple. Bon, vous faites votre truc dans votre coin. Vous êtes, c'est assez facile. Bon, à part les, je vois, il y a quelques petits problèmes de couleurs là, des couleurs qui sont au milieu. Mais globalement, vous avez fait chacun votre sujet. C'est comme si vous avez pris un besoin que vous aviez implémenté d'un coup. Mais d'un point de vue client, là, ce que je vois, c'est rien. J'ai rien qui est, j'ai pas de fable en entier. J'ai des bouts de fable. Et là, j'ai par exemple 4 bouts de fable. Donc, on va changer un petit peu notre manière de faire. Parce que je me dis, si j'arrive pas à faire 4 fables en parallèle sur 3 minutes, je vais peut-être me réorganiser pour que ce soit différent. Est-ce que c'est possible sur ce truc d'avoir un... Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer hop, une petite ligne pour vous dire, maintenant, vous allez écrire en dessous de cette ligne pour la suite. Comme ça, on va garder ce que vous avez fait. Ensuite, deuxième round. Ce qu'on va faire, c'est chaque personne
va reproduire des lignes prédéfinies dans un certain ordre. Alors, dit comme ça fait peur. Par exemple, là, par contre, on va prendre première fable, deuxième fable, on va les prendre dans l'ordre. Tout le monde va prendre la première fable. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, Elisabeth va prendre la première ligne de Le cordeau et le renard. Christian va écrire la deuxième ligne. Sophie, la troisième. Je ne sais plus ce qui c'était la quatrième. Bon, bref. Thomas. D'accord. Thomas fait la quatrième. Elisabeth, la cinquième, etc. Là, vous n'êtes pas obligé d'attendre que les 4 lignes soient rédigées pour passer à la ligne suivante. Vous vous mettez là où vous pensez que vous pouvez faire votre ligne, et puis vous allez rédiger la première, si je suis le premier du groupe, la première ligne, la cinquième ligne, la neuvième ligne, etc. Vous avez compris? Ok. Donc là, le groupe 1, vous vous mettez sur La cigale et la fourmi. la cigale et la fourmi, très bien. Pour le groupe 2, Delphine et Maud. Delphine et Maud, vous vous mettez sur Contre ceux qui ont le goût difficile, je ne connais pas. Et le meunier, son fils et l'âne pour le groupe 3. Ok. Si vous avez réussi à finir si vous avez... Ah oui, effectivement, celle-là est un peu violente. On va peut-être changer pour le groupe 3. Je crois qu'on n'est plus que 2 sur le groupe 3 en plus à écrire. Delphine, c'est la La nuit. fable qui démotive. Ouais. Sinon, je vous laisse. Allez, Ouais. je vais vous laisser 30 secondes pour choisir dans le livre la fable que vous voulez écrire. C'est vous qui choisissez. Vous prenez pas forcément la première. Et vous avez un chat, si vous voulez, dans la salle. Donc, Vous nous, avez on un chat en bas à droite. fait en fait. Je vous donne 30 secondes pour que vous choisissiez quelle fable vous prenez. Si ça vous va avec, par exemple, le groupe 1, le corbeau et le renard, vous prenez celle-là. Mais si vous voulez en prendre une autre, vous avez le droit. Moi, perso, ça me va, hein, le corbeau et le renard. Après, Ah, on prend le corbeau et le renard, on prend pas la cigale et la fourmi, on prend la fable 2. voilà, ça marche. Ouais, bah écoute, c'est bien. Fais comme ça me va. Finalement, sur le premier Allez, Manon, corbeau et renard, tu as une préférence? validé. Donc le corbeau et le renard. Hein. Moi, OK. Donc, groupe 1, c'est bon. Groupe 2, vous avez choisi. Ok. Groupe 3, 3, on n'a pas encore choisi. Ben, si la première est trop longue, on va prendre le loup devenu berger, zou. Hop. Si ça te va, Manon. Les membres de l'estomac, ouais, les membres de l'estomac. Parfait. Tac. Ça changera de thème. Et puis après, si vous avez fini, ben, vous en prenez une autre. Ok, ben, si vous êtes prêts, on va commencer et vous vous mettez sous la ligne que j'ai faite ici, la ligne verte. OK. C'est parti. J'ai un petit problème avec mon timer, mais c'est parti. Ouais, mais les gars. Il reste 2 minutes.
C'est qui le violet chez nous? Moi, Christian. C'est Christian. Christian, moi, j'ai plus de lignes à écrire. Est-ce que tu veux que j'écrive la dernière? Jura, Oui, mais un peu en retard. je veux bien. Ça marche, on fait comme ça. Merci. Pareil, moi, je peux prendre la phrase apprenez que tout flatteur. Il reste 5 secondes. Elle est déjà écrite. Hein. Super. C'est terminé. On va s'arrêter là. Alors, déjà, est-ce que j'ai un peu plus? Ah ben, vous avez pas pris la même. Vous étiez arrivé sur Maître Corbeau jusqu'à vous êtes le phénix de Haute de ses bois. Donc là, vous allez quand même un peu plus loin, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait à la fable complète. Le groupe 2, est-ce que vous avez terminé la fable? Non, nous, on a eu un problème de définition de la fable. D'accord. Bon. Et le groupe 3, est-ce que vous Aucune avez phrase, Manon est beaucoup plus rapide que moi. Il manque une phrase. Ok. Bon, déjà, on voit qu'on a quasiment une fable. C'est un petit peu plus cohérent. Par contre, une ligne par personne, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais pour votre groupe, le groupe 3, je pense que c'est plus facile. Pour le groupe 1, à 4 personnes, vous deviez un peu vous marcher sur les pieds. Et on voit qu'il y a des phrases qui ne sont pas tout à fait bien placées. Se rapporte à votre plumage. À ces mots, le corbeau ne sent pas de joie. Vous êtes le phénix de Haute de ses bois. Enfin, on voit qu'il y a des petits problèmes d'alignement. On se marche un peu sur les pieds, c'est pas facile. Donc, on est un peu plus efficace, mais on est peut-être un peu trop segmenté. Donc, ce qu'on va faire, on va rechanger encore notre manière de faire. Mais après, si vous voulez la changer, cette troisième méthode, vous faites comme vous le sentez, parce qu'il n'y aura pas de quatrième. Donc, troisième essai, c'est chaque personne reproduit un bloc de lignes prédéfinies dans un certain ordre. Par exemple, je reprends l'exemple, Elisabeth, moi, je prends les 5 premières lignes du corbeau et du renard. Quand j'ai fini, je prends le prochain bloc, le 5e paragraphe, la 5e partie de 4 phrases, puis le 2e, etc. Ça vous va? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ok. Donc, je reprends. Hein. Donc, Voici la fourmi. le Le premier, je prends les 5 qui sont là. Le deuxième prend les 5 qui sont là. Le troisième prend les 5 qui sont là. Le quatrième, etc. Et puis si au bout d'un moment vous voyez qu'il y a une autre manière de faire qui est plus efficace pour vous, vous pouvez changer aussi. Je refais le petit. Donc moi, je prends le premier bloc, donc de Maître Corbeau à Monsieur du Corbeau. Et bonjour Monsieur du Corbeau. Je prends les 5 premières lignes. Okay. Après, les autres, est-ce que ça ne serait pas plus simple qu'on prenne des blocs qui vont jusqu'à un point final? Comme ça, on est sûr d'avoir… Moi, Christian, je prends les 4 lignes suivantes. Donc, vous êtes joli jusqu'à Haute de ses bois. Maud, je crois qu'il y a un souci, on n'est pas sur les mêmes fables. C'est les fables du livre 2. Alors. Okay. Ah ouais, je suis au livre 1, d'où le problème. C'est pour ça que tout à l'heure, on ne se comprenait pas. Exactement. Alors, du coup, il faut que je retrouve dans la conversation, par contre. Ouais, ou sinon, sur ta droite, tu dois pouvoir cliquer sur livre 2. Vous prenez lequel, quelle fable? Ok, bah, le livre 2. Le colombe et la fourmi. D'accord. Et tu m'as dit la 12. Oui, c'est la colombe et la fourmi. Ok, là, on va être d'accord. Je l'ai mise dans le chat. Ok. Groupe 3, vous êtes prêts? Du coup, tu veux faire comment? On est prêt. Eh bien, on fait des 10 premières lignes par mois et après par toi. C'est bon? Ok, tu fais les 10 premières et puis si tu as fini les 10 premières, tu passes aux 10 d'après? Ouais. Ok. Donc moi, je commence par ce croquant. On commence. Allez, 3,
2, 1, c'est parti. Thomas, tu commences où, toi? Moi, je commence à 7 leçons. Cette leçon, ok, ça marche. Alors, attends, voilà, la réactivité de l'outil. Alors, bon, comment... On est des dingues, on fait une autre fable? Allez, Allez. tu choisis laquelle, Sophie? Reste une minute. Ah bah 1 minute, c'est... Ouais, bon. Ouais, Je sais va pas, passer. un truc court, là. Ah non, Un là, ça c'est... court. Oh, pff. La cigale et la fourmi, personne ne la prend. Ouais, mais elle est longue. Ouais, bon, on fait ce qu'on peut, quoi. On fait quoi? On fait... Allez, 2 lignes chacun. Allez, ça marche. Donc là, on part sur la cigale et la fourmi. Hein, Ouais. Comme ça, on a créé au moins un bout de ligne chacun. Alors... Alors, j'essaie de faire la première. Merde. Putain, je suis tombé. Et on va avoir fini en 5 secondes. Merde. C'est terminé. Alors, quelle est la méthode des 3 méthodes que vous trouvez la plus efficace? Forcément, celle qu'on vient La de faire. dernière, ouais. Oui. La dernière? Là, je vois que vous avez terminé le corbeau et le renard, vous avez commencé, et ça a du sens, la cigale et la fourmi. Oui. Celle-ci est terminée pour le groupe 2. Le groupe 3, vous avez réussi à terminer? Oui, il y a eu un petit couac sur le pas de truc, ce qui fait que j'ai été paumé. Manon a de nouveau été beaucoup plus efficace que moi. Ok, mais vous avez réajusté, vous êtes adapté par rapport à vos rythmes à tous les deux. Alors, ce que je voulais vous montrer par rapport à cet atelier, en fait, c'était la notion de flux. Si je prends plein de sujets en parallèle, je prends 4 flables en parallèle, ben, je termine avec rien. J'ai rien à la fin. Si je segmente trop, j'ai tout le monde qui bosse exactement sur les mêmes trucs. Ouais, je suis un peu plus concentré sur mes sujets. Par contre, potentiellement, je suis pas assez efficace. J'ai trop de poids de collaboration pour être efficace. Et donc, c'est quoi l'entre-deux? Le curseur à trouver sur travailler ensemble, embarquer suffisamment peu de sujets pour finir les sujets. En fait, ce que je veux vous décrire, c'est la philosophie Kanban. Kanban, il y a Kanban pour l'industrie et Kanban pour le développement informatique. Kanban pour l'industrie de manière générale, c'est assez ancien, hein, ça vient de Toyota. Et en fait, la notion, c'est une notion de flux tiré. Kanban, ça désigne un tableau d'affichage en japonais,
C'est un système visuel de gestion de processus de fabrication dont le but est de fluidifier la chaîne de valeur. Voilà, ça, c'est la formulation bien théorique. Globalement, ça veut dire quoi? C'est je vais regarder quelles sont mes étapes. Et là, ce qu'on avait fait exprès, c'était pour un accompagnement, on va plutôt avoir en flux poussé, on va commencer les sujets, on va les passer à une équipe qui va terminer tous ces sujets, qui va les passer à une autre, qui va finir tous ces sujets, qui va les passer à une autre, etc. En gros, chaque personne a son rôle, on a tout en parallèle, on pousse tout dans le pipe, on fait tout. Si j'ai une logique de flux tiré, déjà, je vais lire les choses dans l'autre sens. Je vais me dire, tiens, est-ce que j'ai de la place pour valider quelque chose? Ok, si j'ai rien à valider, est-ce que j'ai des choses à réaliser? Puis, si j'ai rien à réaliser, qu'est-ce que j'ai des choses à cadrer, etc. Et en fait, l'idée du flux tiré, c'est vraiment de prendre des sujets et de les amener jusqu'au bout. Je vais faire exprès de limiter mes travaux en parallèle pour mener les sujets jusqu'au bout. Imaginez une autoroute, en fait. Est-ce que mes voitures vont plus vite si je bourre mes autoroutes? Si j'ai toutes mes voitures qui vont ensemble sur l'autoroute, est-ce qu'elles vont être, quand elles vont toutes arriver, est-ce que ça va être plus court ou plus long que si j'ai moins de voitures mais qu'on passe de manière fluide? D'un point de vue individuel, il y a peut-être des voitures qui vont passer plus rapidement si je bourre. Les premières qui vont passer à fond, tout ensemble. Au début, oui. Mais au bout d'un moment, je vais avoir tellement de bouchons et tellement de congestion que, d'un point de vue global, les voitures vont être plus lentes avec un système qui est bourré que avec des voitures qui vont peut-être moins vite ou moins nombreuses sur mon autoroute. Et là, c'est le principe. Donc, flux poussé, j'ai des étapes de traitement des sujets qui se font de manière séquentielle. Je fais toutes les specs, je fais tout le test, je fais tout le code, etc. Et un pilotage de l'avancement qui se fait par rapport à ces phases-là. Et la valeur n'est livrée qu'à la toute fin du processus. Là, pour les fabs, c'est plus simple que ça. On n'a pas fait de phase de conception, etc. Mais on aurait pu dire, voilà, vous aviez 4 fables en parallèle, il n'y a rien qui sort. La valeur, elle est pas là. Pour l'instant, je peux faire un avantage d'avancement sur combien vous en êtes, combien de lignes il vous reste à faire, mais point de vue logiciel qui tourne, j'ai rien. Flux tiré, je me concentre sur terminer les sujets débutés, ce qui m'amène de la valeur plus rapidement et de manière régulière. Par contre, ça veut dire, je suis toujours impliqué sur mes sujets. J'ai pas, quand j'ai fini ma fable, je pars et puis je fais plus rien. Non, non, je suis toujours avec les autres, je suis toujours impliqué. D'un point de vue d'entreprise, c'est plutôt des équipes qui vont être impliquées, les équipes métiers, les équipes de développement, les équipes de test, les équipes d'industrialisation, etc., qui vont être impliquées de manière continue. Donc ça change beaucoup. Ça ne veut pas dire j'ai mon métier qui passe la main, puis qui passe la main, puis qui passe la main. Non, non, on est tous en continu impliqués, avec sans doute des fois des poids un peu plus importants sur certaines équipes. Et en fait, dans l'approche Kanban, ce qu'on va faire, c'est je regarde ce que j'ai. Voilà. Dans l'approche Kanban, je vais commencer par visualiser ce que j'ai. Ça, c'est très important et vous allez retrouver, en général, on associe cette étape à Scrum dans tous les cas. Je vais visualiser comme ma manière de travailler. Si aujourd'hui, et je pars par rapport à ce que je fais aujourd'hui, si aujourd'hui je fais une étape de spécification fonctionnelle, puis une étape de spécification technique, puis une étape de code, puis une étape de test, etc., eh ben, je vais faire une colonne par chacune de ces étapes et je le dis clairement. Il n'y a pas de souci. Je commence par là où j'en suis. Et je me pose la question, c'est quoi mes limites sur chacune de ces étapes pour que je sois efficace? Je peux avoir aucune limite parce que ça n'a pas de sens. Je peux avoir des limites hautes. Par exemple, je ne vais pas prendre plus de 2 sujets en fabrication parce que je sais qu'après, même si j'ai une équipe de 4 développeurs, je ne vais pas être efficace. Donc, je vais me concentrer sur 2 sujets maximum en parallèle. Puis, je peux avoir des limites basses. Je veux toujours avoir au moins 2 sujets en cours de cadrage parce que sinon, je vais avoir un problème à la fin. Il y a quelque chose qu'on fait en général dans les équipes sans s'en rendre compte, c'est l'optimisation locale. C'est de se dire, par exemple, j'ai ma phase de fabrication, équipe Scrum classique dans une grande entreprise. Je mets du Scrum sur la phase de fabrication, mais j'ai rien pour gérer l'amont, comment est-ce que les besoins arrivent, et j'ai rien pour gérer l'après, comment est-ce que les besoins implémentés sont potentiellement testés, parce que je le vois, mais souvent c'est mise en prod, etc. Tout ça n'est pas géré dans Scrum. Et on voit de l'optimisation locale sur la phase de fabrication. Mais potentiellement, cette phase de fabrication n'est pas la phase la plus lente de mon flux. Exemple par rapport à ce que vous avez fait,
vous avez vu qu'il y avait des personnes qui étaient plus rapides que d'autres. Est-ce que ces personnes, on attend les autres, on se réoriente? Non, on ajuste le système en complet. On n'a pas la même solution pour tout le monde, on ajuste le système pour être plus efficace ensemble, pour être plus rapide. Et un système est aussi lent que son composant le plus lent. C'est-à-dire que si c'est ma phase de cadrage qui est la plus lente, ça sert à rien d'optimiser la phase de fabrication. Puisque de toute façon, les sujets ne vont pas sortir assez vite. Si je suis capable de fabriquer en 2 semaines, mais que je sors, je sais pas, un sujet tous les mois, bah, elle va faire quoi mon équipe de fabrication si elle optimise sa fabrication? Donc, je vais avoir une approche systémique, une approche globale, et avoir la recherche d'un flux continu. Et peut-être que quand j'aurai optimisé ma phase de cadrage, ce sera une autre étape optimisée ou changer différemment. Donc pour ça, je vais mesurer. Je vais mesurer le temps que je passe en termes de délai, pas en termes de charge et combien ça me coûte. En termes de délai, combien de temps je passe en délai, en cadrage, en fabrication, en test, etc. Autre chose, je vais rendre les règles explicites. Je vais dire qu'est-ce qu'il me faut pour passer d'une étape à l'autre. Parce que ça, en général, on le dit à l'oral, ou c'est entre guillemets clair pour les gens, mais en fait, pour passer en phase de fabrication, bah, oui, il me faut un besoin qui est défini. Vous allez entendre ça. Ouais, mais en fait, on n'a pas la même compréhension entre chaque développeur, chaque équipier. Donc, il faut qu'on l'exprime clairement. Qu'est-ce qu'il me faut en fait? Il me faut peut-être ce qu'on appelle les critères d'acceptation. C'est-à-dire comment est-ce que je vais m'assurer que j'ai répondu aux besoins. L'exemple que je donne sur les critères d'acceptation, en général, c'est je vais dire range ma chambre à mon fils. Range ta chambre. Non, je peux dire de ranger ma chambre. Range ta chambre à mon fils. J'ai un fils qui est assez jeune. Si je lui dis range ta chambre et que je reviens, il y a des chances que lui, il a rangé 3 jouets, ou alors il a tout mis sur le lit et il est content, il a rangé sa chambre. Pour lui, il l'a rangé. Et moi, je suis pas content. Mais on s'est pas mis d'accord sur les règles, on n'a pas eu de critères observables qui fait que clairement on peut dire oui ou non. Alors que si je lui dis quand je reviens, je ne veux voir aucun jouet par terre, aucun jouet sur le lit, eh bien là, je suis sûr qu'il va me laisser quand même la chambre en bordel, mais quand je vais revenir, je vais pouvoir dire, voilà, là, j'observe, et tu es d'accord avec moi, on l'a dit, j'observe qu'il y a des jouets par terre, j'observe qu'il y a des jouets sur le lit, donc il faut qu'on refasse. C'est un petit peu le même principe sur les critères d'acceptation. On définit avant ce qu'on va observer pour se mettre d'accord si c'est fini ou pas. Qu'il n'y ait pas de problème d'incompréhension et qu'il n'y ait pas de rejet de faute entre les personnes. Si en fait, c'était pas ces critères-là, eh ben, c'est pas grave, on va les redéfinir après. Donc, je rends les règles explicites à chacune des étapes. Et dernière chose, c'est que je m'améliore en continu. Je cherche par rapport à ça à m'améliorer, remesurer ce que j'ai fait, etc. Là, vous l'avez fait naturellement. Vous n'avez pas mesuré, vous avez observé le temps de vos métiers, mais je cherche à m'améliorer et j'ai toujours des axes d'amélioration. Donc, l'approche de flux tiré, c'est maturer au bon moment les sujets qui vont être lancés uniquement ceux-ci, les fabriquer dès que possible sans temps mort, les livrer dans un temps prédictible. En fait, c'est vraiment chercher, vous imaginez une rivière, hein, vous mettez un truc, vous mettez un petit bateau en plastique quelque part, vous savez qu'il va suivre le courant et vous avez à peu près une marge de temps. Vous dites, OK, je pense que si je le mets là à ce moment-là, il mettra 30 secondes pour passer à la fin de la rivière. Par contre, si je bourre ma rivière de petits bateaux en plastique, eh ben, je peux plus dire du tout quand est-ce que je vais arriver. Parce que ma rivière, elle sera… Bon, déjà, il faut pas mal de bateaux en plastique, mais vous voyez le principe. Voilà, donc il y a vraiment un principe de flux qui rejoint tous les frameworks que je vous ai présentés avant. En fait, Scrum, ce qu'il va faire, c'est limiter le travail en parallèle avec le sprint planning, où on va dire qu'est-ce que j'embarque, qu'est-ce que je fabrique, ça et rien d'autre. Et il va faire en sorte d'avoir des choses qui se terminent. Scrum, c'est j'ai une itération, je m'engage à avoir un produit qui tourne à la fin. Et donc, en fait, on va fluidifier la phase de fabrication. Mais attention, parce que potentiellement, on ne voit pas la phase avant et potentiellement, on a une phase après qu'on ne voit pas. Extreme programming, c'est très extrême dans le sens où c'est Scrum moins organisationnel et à la semaine. La planification dans extreme programming, c'est à la semaine. Et c'est le même principe. J'ai toujours un truc qui tourne. Dès que j'ai un code, dès que j'ai un bout de code quelque part, il est validé jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout de la chaîne. Et en fait, la suite de ça, et Safe, c'est la même chose à haute échelle, c'est que j'ai des équipes qui font en continu des petits bouts, qui sont peut-être pas forcément cohérents, mais je vais trouver des moments d'intégration du travail de toutes les équipes ensemble à des moments constants.
Donc, j'ai une fluidité, j'ai une prédictibilité. Prédictibilité, ça veut dire que je peux avoir une confiance, je peux donner confiance en mes donneurs d'ordre, mes clients. Qu'est-ce qui vient ensuite? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu la notion de DevOps. DevOps, pareil, on pourrait penser que c'est quelque chose de tout nouveau, mais en fait, non. DevOps, c'est uniquement, on va pousser l'idée un petit peu plus loin sur la chaîne. DevOps, c'est une approche qui vise à rapprocher le développement logiciel, le dev, de l'exploitation. Le dev, les ops, en gros, ceux qui fabriquent et ceux qui mettent en place à disposition les infrastructures, s'occupent des déploiements, s'occupent de la production, s'occupent des incidents de production, tout ça. Ben non, on veut réduire ce fossé entre les deux. Pas pour se faire plaisir, mais au nom de la fluidité. L'objectif, c'est de réduire le délai nécessaire pour mettre une solution à disposition de l'utilisateur. Et en fait, alors, je ne sais plus ce que j'ai marqué, mais hop. En gros, on va mettre une emphase sur le déploiement continu. Quand j'ai un bout de code sur un poste de développeur, j'ai toute une pipeline automatique qui va faire en sorte que j'ai plein de tests qui s'exécutent de plus en plus abstraits, de plus en plus d'abord très techniques, de plus en plus métiers. Ça va passer dans des environnements qui vont me permettre de tester d'autres choses et si tous mes tests sont ouverts, eh ben je pousse en production, ouvert à l'utilisateur ou non. Mais je vais faire en sorte qu'un code qui est fabriqué, il est testé et il tourne vraiment tout le temps. Donc en fait, les ops, ils sont pas là pour faire à la place des devs au niveau de l'infrastructure, comme on pouvait le voir avant, mettre à disposition les environnements, etc. Mais ils sont là pour donner des explications, supporter les devs, mettre à disposition des outils qui vont permettre aux développeurs d'avoir de l'autonomie dans la gestion de la production. Et en fait, les ops vont être en soutien et s'effacer au fur et à mesure au profit des devs dans le DevOps et passer à d'autres choses. En amont, on a d'autres approches. On a d'autres approches comme le Lean Startup. Le Lean Startup, c'est quoi? C'est une approche de lancement de produit. L'idée, c'est que je vais prendre des hypothèses. Je prends une hypothèse, je vais chercher à tester au plus vite des hypothèses business. Je mesure l'efficacité et je recommence. Et en fait, je vais avoir une phase d'idéation continue en fait, qui va me permettre de tester mes hypothèses les plus importantes au plus vite. Et en fait, c'est un cycle qui est plutôt orienté business, d'idéation. Ce qu'on n'a pas forcément sur Scrum, puisque c'est plus orienté fabrication, mais là, c'est plus en amont. Et dans cette approche, on identifie ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product. C'est le plus petit produit qui nous permet de valider notre hypothèse de départ. C'est pas forcément l'outil le produit le plus petit qu'on va pouvoir livrer en production à l'utilisateur qui va nous permettre de gagner de l'argent, mais au moins de tester qu'on répond bien aux besoins et que on est dans la bonne direction. Donc, on fait ce produit, on le construit, on teste si ça marche, on retrouve un MVP et on continue. Jusqu'à ce qu'on passe à un autre produit potentiellement, jusqu'à ce qu'on ait des choses plus intéressantes à faire. Et en fait, si on joue un petit peu tout ça, alors attention à cette représentation parce qu'elle peut être mal prise, mais pour les gros sujets, on peut avoir à peu près cette représentation. Une phase de ce qu'on va appeler le design thinking, une rampe de lancement en fait de ça va être quoi le besoin de mon utilisateur. Je me mets à la place de mon utilisateur, je vais définir plusieurs problèmes, plusieurs problématiques à résoudre. Je vais en choisir une. À partir de cette problématique, j'identifie plein de solutions possibles. Je choisis une solution. Et après, je pars dans mon cycle, qui est en fait un 8. C'est pas une boucle ici et une boucle ici, c'est un 8 d'apprentissage. Je choisis un MVP, j'itère dessus, je le fabrique, j'apprends de ce MVP et je recommence. J'identifie un nouveau MVP et je continue. Et avec une boucle DevOps qu'on voit pas ici. En fait, dans le but de la fluidité. L'agilité, en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est plus un état d'esprit. Même si l'agilité au sens propre, vous trouverez le sens manifeste agile, qui est en fait une représentation de l'état d'esprit. Et vous entendrez beaucoup, je pense, vous continuerez à l'entendre, méthode agile qui est plus pour les petites équipes et qui est plus pour la fabrication. Mais l'évolution de l'agilité, aujourd'hui, c'est d'aller sur la fluidité globale. C'est d'aller sur tout. Et DevOps est en train de prendre une ampleur énorme et la suite de DevOps en prend aussi. On a le Cloud Programming aujourd'hui qui change aussi la donne. Cloud Programming, je ne vais pas en parler beaucoup aujourd'hui, mais
c'est mettre à disposition dans le cloud potentiellement en moins de 5 minutes un poste de développement pour un développeur et toute la pipeline qui permet de mettre en production en moins de 5 minutes, ce que fait Amazon. Donc ça change aussi beaucoup la donne sur nos manières de faire, nos manières de travailler. Et d'avoir finalement toujours cette idée de je planifie des petits bouts, je construis des petits bouts, je montre ces petits bouts, j'ai du feedback client par rapport à ça, je m'améliore et je recommence. Et on va avoir des boucles d'amélioration un petit peu partout, plutôt sur les phases d'idéation, plutôt sur les phases de fabrication, plutôt sur les phases de livraison. Mais à ne pas oublier que, OK, on a ces 3 phases-là, mais c'est bien une optimisation globale qui est nécessaire. Voilà pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? On a encore un petit peu de temps, j'avais gardé du temps exprès. Oui? J'ai 2 qui lèvent la main. Elisabeth, vous avez levé là en premier. Alors, moi, c'était juste pour dire bravo hein, et remercier. Top et super éclairant. Moi, je viens du monde industriel. Alors, Kanban, je connais. 5S, je connais. Le Lean, je connais. Le Scrum, j'ai de bonnes notions. Mais l'avoir repris dans ce côté global et le fait de les complémentariser est vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Bah, de rien. Et l'approche Kanban pour l'IT, en fait, est assez récente. Elle a été, en tant que méthode, faite en 2011, je crois, mais c'est basé sur le Lean des années 60 hein, de Toyota, et ça a vraiment été repris. Et en fait, on apprend, et l'agilité est en train de dépasser les notions de développement logiciel. À la base, c'est pour ça que je vous disais, c'est bien le manifeste pour le développement logiciel agile. Mais on se rend compte que c'est peut-être plus le composant le plus lent de nos étapes de fabrication, donc c'est en train de dépasser juste le développement logiciel. D'autres questions, d'autres remarques? En fait, c'était tellement clair, c'était fluide. Non, c'est vrai que franchement, j'ai trouvé ça très bien exposé. Le cas pratique bien aussi. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas spécialement de questions, parce que c'était clair. Mes excuses pour le petit jeu du début, puisque j'aurais bien aimé qu'on le fasse en J'allais vrai. dire justement bravo quand même Jean-Baptiste d'avoir réussi à adapter ça en virtuel, parce que pour l'avoir déjà fait en réel, effectivement la première partie est plutôt intéressante et ce sera l'occasion de recommencer. Si vous voulez, ce sera plus facile en physique. Christophe? Oui, déjà, merci beaucoup pour cette présentation très claire. J'avais une petite question, c'est savoir si aujourd'hui, dans l'univers autre que l'informatique et donc dans la mécanique et l'industrie, certains gros groupes tirent vers ces méthodes ou pas? Et du coup, est-ce que des PME commencent vraiment à se l'approprier? Donc, parce que voilà, moi j'ai vraiment en tête les méthodes classiques en V et autres de développement pour les groupes en mécanique et les grands groupes en mécanique. Donc voilà, la question est est-ce qu'il y en a certains qui tirent vraiment et qui se l'approprient, et est-ce que c'est le cas aussi dans les PME, dans l'environnement des PME? Alors, je m'y connais moins hors industrie développement logiciel, parce que je suis vraiment interne à informatique en populaire. Dans la mécanique, à mon sens, ce qu'on va retrouver, c'est plutôt le Lean, l'état d'esprit du Lean, et l'approche Sigma, si je dis pas de bêtises, mais qui est Oui, inspirée tout de à la fait. même chose, qui est aussi sur les questions de fluidité, on va retrouver un petit peu ce que j'ai dit. Là où la mécanique pourra aller, elle va pas aller sur du Scrum, elle va pas aller sur de l'XP, puisque ça n'aurait pas de sens, pour aller sur quelques principes qui viennent de Safe. Sur les principes de gestion de portefeuille, je vais pas m'attarder dessus, mais puisque ces parties-là, en fait, Safe, ça dépasse maintenant le développement logiciel. On peut avoir d'un côté des équipes qui font du Scrum et de l'autre des équipes qui font du Kanban. Si je prends une expérience personnelle, il y a quelques années, on aurait très bien pu avoir, j'étais dans une équipe qui faisait du développement logiciel, qui associait le code à ce qui était l'intégré dans des machines qui étaient faites en physique, à côté par une autre équipe qui faisait de la mécanique. On aurait très bien pu avoir notre équipe en Scrum, l'autre équipe en Kanban, avec le framework Safe qui nous aide à haut niveau à gérer quels sont les gros sujets qu'on embarque et comment on les fluidifie. Il y a aussi une approche Kanban à haut niveau.
Et sur les PME, c'est des problématiques qui sont différentes puisque c'est pas de l'agilité à l'échelle, sans doute pour les PME qu'il va falloir. C'est plutôt Scrum si on a des équipes assez conséquentes. Si on est sur les plus petites équipes, on va plutôt partir sur de l'extreme programming. On va vraiment pas chercher à des gros frameworks. Les développeurs, en fait, généralement, ceux qui sortent d'école le font très bien, dans le sens où l'agilité, en fait, je vais pas dire que c'est naturel, mais c'est retrouver, pas dire des bases, mais se rouvrir à ce qu'on aurait fait si on n'avait pas connu les contextes d'entreprise, si on n'avait pas connu un historique de comment les manières de travail. C'est les manières naturelles de travail, en fait. C'est à partir du besoin, j'ai un truc à faire, bah, je vais prendre la manière la plus simple, la plus naturelle de faire. J'ai un peu digressé sur la question. Désolé. Non, c'est clair. Je vous remercie. Après, voilà, j'ai pas beaucoup de vision sur le hors IT, hein, très honnêtement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, bah, effectivement, tout était clair. Je voulais donc remercier Jean-Baptiste pour son intervention. Comme je te le disais, hein, tu as su vraiment t'adapter. Il y a donc un replay qui a été fait de cet échange. Donc, on vous l'adressera dès qu'il sera disponible, si vous souhaitez revoir la présentation de Jean-Baptiste. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous souhaitez le contacter. Et puis, je tenais donc à vous remercier de votre participation pour ce meet-up de l'innovation et on vous tiendra bien évidemment informé prochainement des prochains événements que nous pourrons organiser, soit en présentiel, soit en virtuel. Et n'hésitez pas, si vous avez des suggestions de thématiques, on est à votre disposition. Et je vais donc vous souhaiter à tous un très bel été et puis on se retrouvera sûrement à la rentrée de septembre. Et merci beaucoup pour votre participation. C'était pas le plus simple aussi à vivre, je pense, pour vous. Donc, un grand merci pour votre participation active. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je suis à disposition. Bonne journée. Super, merci. Bonne journée. Et bel été. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.